Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle webconférence d'Idéalco. Je suis Amandine Raffard, responsable du réseau mobilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir plusieurs intervenants qui vont nous parler covoiturage et plus spécifiquement de Synchro, la solution du Grand Chambéry. Donc pour cela, nous avons Béatrice Quinquet qui est responsable du service à la mobilité donc de l'agglomération du Grand Chambéry, Jean-Baptiste Ray et Aral Condé-Piquet, tous deux chez ECOV, ainsi que Magali Harry et Julien Magnès, qui lui est directeur de l'agence Écomobilité. Donc avant de leur laisser la parole pour qu'ils nous parlent de ce projet, chacun sous l'angle de leur métier, je rappelle à tous les participants qui peuvent poser leurs questions via le module de questions-réponses qui se trouve en bas de leur écran. Surtout, profitez d'avoir ce module et surtout nos intervenants en direct pour poser toutes les questions qui peuvent vous être utiles. Sans plus tarder, je laisse donc la parole à Harald qui va nous présenter le déroulé du webinaire. Merci Amandine. Bonjour. Je fais rapidement l'introduction avant de passer la parole aux autres intervenants, simplement pour vous montrer le déroulé de ce webinaire. Donc d'abord un tour de table de présentation rapide des différentes personnes et structures autour de la table. Ensuite, le gros de notre présentation qui est celle du projet de covoiturage du Grand Chambéry et l'implication qu'ont eu les différents acteurs et le rôle de chacun. Et enfin, une dernière partie d'échange avec tout le monde pour élargir éventuellement sur la mobilité en territoire peu dense, sujet plus large, mais aussi répondre à vos questions sur le projet si vous en avez. Je passe tout de suite la parole à Béatrice. Bonjour à tous. Donc, je dis deux mots sur Grand Chambéry pour ceux qui ne connaîtraient pas la région. Donc, on se trouve à côté du lac du Bourget, entre des massifs montagneux. Ce qui fait qu'en termes de mobilité, il peut y avoir un prérequis plutôt négatif sur notre territoire en disant la voiture, c'est le mode de transport indispensable puisqu'on est dans un climat plutôt montagnard, il y a des montagnes, une forte périurbanisation. Et en plus, on a une voie rapide urbaine qui traverse l'agglomération et qui permet d'aller très rapidement d'un côté à l'autre de l'agglomération. Ça, c'est pour poser le tableau qui n'est pas si favorable aux alternatives, surtout pour une agglomération de taille moyenne, 138 000 habitants, 120 000 dans la zone agglomérée plutôt urbaine de plaine, et puis des contreforts et une zone vraiment plus montagneuse avec un peu plus de 5 000 habitants qui nous ont rejoints plus récemment du cœur des Bauges. Pour autant, sur ce territoire, il y a une réflexion qui est déjà très ancienne sur les mobilités alternatives. Il y a eu un schéma cyclable en 1977. Il y a un gros travail sur la pacification de la voirie dans les années 70-80. Chambéry était un exemple au niveau européen. Le PDU, dans les années 2000, a tout de suite intégré la notion de service à la mobilité. L'agence Écomobilité qui se présentera tout à l'heure a été créée en 2001 et depuis travaille avec l'agglomération. Nous avons commencé à travailler sur le covoiturage en 2004 et puis en 2014, le projet dont je vous parle s'inscrivait dans une approche très globale de la mobilité. C'était un projet de territoire mobile qui insistait sur la complémentarité entre les différents modes de transport. Voilà pour moi. Bonjour à tous. Donc, je suis Julien Magnès, je suis le directeur de l'agence Écomobilité. Donc, je vais commencer par vous présenter la structure pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis Magali Harry, donc, qui est chargée de mission, interviendra plus sur le projet proprement dit. Ce qui nous semblait intéressant, c'était de vous présenter la structure et surtout son statut, puisque l'agence Écomobilité était, comme l'a dit Béatrice, une association qui va fêter l'année prochaine ses 20 ans, mais qui a été transformée en société publique locale depuis un peu plus d'1 an, au 1er juillet 2019. Donc, je vous ai juste mis en rappel ce qu'était une société publique locale, parce que c'est un statut qu'on connaît de plus en plus en France, qui se développe énormément, beaucoup sur les questions de transport, mais plutôt d'exploitation de réseaux de transport en commun et pas sur les questions de mobilité active ou d'alternative à la voiture individuelle, comme on peut le porter nous dans l'animation de la mobilité, dans les changements de comportement. Donc l'SPL, c'est une société anonyme, donc on est maintenant une entreprise, mais avec des capitaux qui ne sont que publics. Donc 100% des actionnaires de la SPL sont des collectivités locales. Et ça permet aux élus de piloter l'outil dans des conditions de rapidité, de contrôle et de sécurité, puisqu'il n'y a plus de mise en concurrence obligatoire. La collectivité peut le faire si elle le souhaite, mais elle peut passer en direct pour les prestations qui rentrent dans notre champ statutaire.
On a maintenant une équipe de 40 salariés. On travaille avec 11 collectivités en Savoie et Haute-Savoie que vous avez en bleu sur la carte. Et on a la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est également actionnaire et qui nous permet d'intervenir sur le territoire de la Savoie et de la Haute-Savoie facilement. On a un conseil d'administration composé de 6 collectivités qui sont les plus grosses collectivités de la SPL. Et on a une assemblée spéciale qui est composée de 5 collectivités qui sont des plus petits porteurs. Voilà, donc ce qui fait 11 actionnaires. Et on a donc 22 membres du conseil de développement. On avait depuis le début des années 2000 une vie associative assez riche qu'on a souhaité préserver et essayer de faire cohabiter le nouveau statut de SPL avec un pilotage direct des élus, mais en maintenant cette capacité d'innovation. Et donc, les membres du conseil d'administration sont maintenant dans un conseil de développement. Sur les actions de l'agence, avancer Harald sur les 3 prochains… Sur notre manière d'accompagner les collectivités, on les accompagne vraiment sur 3 niveaux d'accompagnement. La première, c'est la définition des besoins et analyser les potentiels. Donc, on travaille sur des enquêtes, des diagnostics, des benchmarks. On construit ensuite les projets avec les collectivités. Et ensuite, on anime les dispositifs. Le dernier point est vraiment très important pour nous. L'idée n'étant pas d'être un bureau d'études et de ne faire que des études, mais bien au contraire, d'aller dans l'exploitation de services. Donc, vous avez juste après les différents services et animations qu'on peut proposer, qui se résume en 5 thématiques. La gestion de services vélo, donc on exploite des services pour le compte des collectivités, ce qui est le cas pour Grand Chambéry depuis le début des années 2000. On a un service de vélo-taxi qu'on exploite également en complémentarité d'une offre de transport public. On a tout un travail autour de l'appui aux collectivités, autour de schémas directeurs, d'enquêtes, de diagnostics, de travail de concertation, de préconisation qu'on peut faire, toujours en lien avec les différents services des collectivités avec qui on travaille. Un grand sujet autour du conseil en mobilité, avec la mise en place de plans de mobilité dans les entreprises, dans les écoles, auprès de personnes en situation de précarité, et puis d'animation grand public pour travailler sur les changements de comportement. Un axe fort sur les mobilités actives, avec notamment des actions spécifiques de promotion d'aide de vélo assistance électrique, de vélo hydrogène depuis peu, de dispositifs d'aide à l'achat de vélos électriques également, et puis une action forte qu'on a autour de la santé, avec des médecins qui sont intégrés dans un dispositif départemental qui s'appelle Bouger sur prescription. On incite les médecins à prescrire sur ordonnance des activités de mobilité. Et donc, on a des coachs santé qui interviennent dans la promotion du vélo et de la marche à pied avec une vélo-école. Et puis, pour finir, on a des actions autour de la voiture partagée. Donc, c'est le sujet qui anime ce webinaire aujourd'hui, autour de la promotion du covoiturage, du stop organisé, mais également de l'autopartage. Et donc, voilà, Béatrice et Magali auront l'occasion de le dire plus en détail, mais on anime le dispositif qu'a voulu Grand Chambéry autour de la ligne qui vous sera présentée dans quelques instants. Et on a un partenariat un peu plus large avec ECOV sur d'autres territoires en Savoie et en Haute-Savoie, notamment sur la vallée de l'Arve et sur un territoire plus au sud qui est Cœur de Savoie. On travaille en articulation pour que voilà, on fasse profiter au territoire de la connaissance qu'on a du terrain, de la pratique, des besoins et des acteurs, et ECOV son expertise technique. Voilà pour l'agence. Merci pour la transition. Donc ECOV, c'est une start-up de l'économie sociale et solidaire. On est 50 maintenant, basés à Paris, Lyon et Nantes pour l'essentiel. Nos investisseurs sont des investisseurs de long terme, comme la Caisse des dépôts ou France Active, ou des fonds sociaux comme le fonds Mobilis de Renault. Donc, notre métier, tu peux passer la slide suivante, Harald. Notre métier, c'est d'exploiter des lignes de covoiturage. Des lignes de covoiturage comme des lignes de bus, avec des arrêts définis, des arrêts de départ, des arrêts de destination, et avec des horaires. C'est du covoiturage spontané, par opposition à du covoiturage avec rendez-vous. On reviendra sur ces notions par la suite. Pourquoi organiser le covoiturage en ligne? C'est pour donner de la flexibilité dans le temps aux usagers. J'arrive à l'arrêt et je pars avec le premier conducteur qui passe et qui participe au dispositif. Voilà. Pour être sûr que ça fonctionne, on fait des études de covoiturage. Vous voyez en haut une représentation de nos modèles de trafic, qui sont des modèles très simplifiés qui peuvent être déployés n'importe où en France, pour avoir une idée de combien de personnes passent par les différentes routes et les différents arrêts, et combien vont aux arrêts destination.
On fait aussi du développement de communauté, de la communication et de l'animation, qui est un des piliers absolument nécessaires pour le succès de ce type de ligne. Et alors, on le fait en interne, mais dans certains cas, quand des acteurs locaux ont cette compétence et ont cette proximité terrain, eh ben, on peut aussi laisser l'une ou l'autre de ces briques à des acteurs. Et c'est ce qu'on a fait sur le territoire de Chambéry, où le développement de communauté et l'animation a été porté par l'agence Écomobilité. Béatrice, Voilà, à toi. donc, deux petites diapos Ouais. pour inscrire Désolé, le oui. Donc, projet. excusez-moi, je passe la balle sur la partie suivante du webinaire, qui est la présentation du projet en tant que tel. À toi, Béatrice. Voilà, deux petites diapos pour vous illustrer ce dont on va parler. Comme l'évoquait tout à l'heure Jean-Baptiste, effectivement, ce sont des points d'arrêt de covoiturage spontané auxquels les personnes se rendent. Le passager se rend, il appuie sur un bouton pour indiquer sa destination et la voiture qui arrive prend en charge le passager. Donc, c'est la diapo suivante, qui est à l'arrêt en regardant la destination qui a été indiquée, voilà, pour prendre la personne. Mais je vais vous redévelopper un peu tout ça. Je reviens donc sur la genèse du projet. Je vous l'évoquais tout à l'heure, on a travaillé sur le covoiturage sur Grand Chambéry en 2004 et notamment sur le territoire sur lequel s'est développé ce projet, qui est un territoire de 3 communes. La plus grosse commune, c'est à peu près 1500 habitants. Et donc, on a 3000 habitants au maximum, 1700, 1800 pour la plus grande, et puis 3000 habitants concernés par le projet. On avait déjà fait un projet de service de covoiturage spontané avec des arrêts, avec une charte de covoiturage, avec de la communication, et ce projet était tombé en désuétude. Du coup, c'est ce qui nous a motivés à prendre vraiment le temps de poser les tenants et les aboutissants de ce nouveau projet qui nous était demandé. Et on est donc parti sur un projet co-construit avec la population et sur lequel on a internalisé le processus de création à tous les niveaux, que ce soit la consultation de la population, que ce soit le benchmark, que ce soit le travail sur quel mobilier on pourrait mettre en place pour développer ce projet. Donc, tout s'est fait en interne de l'agglomération et en lien avec l'agence Écomobilité. Et pour ça, on a bénéficié d'un financement européen. La volonté politique, c'était que ce projet soit maillé dans la chaîne des mobilités. Et puis, il y avait des attentes qui étaient de rendre accessibles des secteurs qui étaient plutôt moins bien desservis que les centres de Chambéry, d'avoir un service à destination des usagers en situation de précarité, et puis tout ce qui pouvait être qualité de l'espace public, amélioration de la qualité de l'air, baisse de la production de CO2, donc toutes les considérations environnementales qui étaient derrière aussi la motivation de ce projet, donc sociétale et environnementale. Quand je disais que c'était un projet qui était intégré dans la chaîne de mobilité, donc le projet de covoiturage dont je vais vous parler, il se greffe sur nos lignes chrono, donc notre réseau de transport urbain avec des lignes qui est structuré avec des lignes chrono, des lignes secondaires. Il se greffe également sur notre réseau cyclable avec des abris à vélo, et vous en voyez un là, c'est un exemple sur un de nos parkings relais, où vous voyez une vue aérienne du parc relais, l'emplacement de l'arrêt de covoiturage, l'arrivée de la ligne chrono, et puis un abri à vélo qui est, c'est pas celui qui est sur le parking en question, mais sur un autre parking qui est aussi desservi par le covoiturage. Et vous voyez, il y a une banderole violette dessus sur lequel on faisait la communication pour le covoiturage. Donc, c'est un abri à vélo collectif qui permet de garer 50 vélos et en 12 minutes, on est au centre-ville de Chambéry. Donc, les gens qui arrivent en covoiturage des communes concernées ou qui repartent vers ces communes peuvent arriver soit en transport en commun, soit à vélo. Donc, face à la demande politique qu'on avait, au fait qu'on avait déjà fait quelque chose, ce qui nous est apparu comme une évidence, c'est qu'il fallait qu'on aille voir la population pour sonder quelles étaient leurs attentes, qu'est-ce qu'ils connaissaient du covoiturage, quel était le dispositif qui leur conviendrait le mieux, et qui nous aide à voir comment créer une dynamique au niveau des communes. Et donc, on a travaillé sous forme d'ateliers d'échange qui duraient 4 heures
c'est-à-dire qu'on prenait le temps en fin de journée d'expliquer aux personnes de quoi ils retournaient. On avait un repas partagé et des échanges assez nourris. Nos cibles, ça a été les jeunes, donc entre guillemets sans permis, les actifs, les retraités actifs, puisque dans ces communes-là, il y a vraiment des jeunes retraités qui sont très sportifs ou qui ont une activité culturelle assez intense, et puis le 4e âge. Et au cours de ces ateliers d'échange, on a laissé parler les gens sur qu'est-ce qu'ils pensaient du covoiturage. Ensuite, on s'est mis d'accord sur qu'est-ce que le covoiturage, pour qu'on soit sûr que dans le déroulé de la suite de la soirée, on soit sur la même base. On leur demandait comment concrètement est-ce qu'ils feraient du covoiturage. Ensuite, seulement après, on leur proposait, on leur montrait ce qui existait sur le marché pour les faire réagir avec des solutions existantes et pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils classaient ces différentes propositions. Et ensuite, on parlait de communication et comment créer une dynamique sur la commune. À partir de ce… Voilà. Et en parallèle, effectivement, on a aussi fait un travail avec le club de ski de fond de la FECLA, puisque je vous ai parlé de ces 3 communes, mais il y a également une station de ski de fond qui est desservie par le dispositif avec une pratique de week-end très importante. Donc là, on parle du club de ski de fond, mais une pratique des urbains de Chambéry, d'Aix-les-Bains, mais également des communes environnantes. Il y en a qui viennent de plus loin, avec une fréquentation très importante, notamment sur les week-ends. Et donc, une saturation à certaines heures, notamment le soir, de la voirie qui permet de redescendre depuis la station. Et il y a un travail spécifique qui a été fait avec le club aussi pour voir comment travailler sur le covoiturage pour les enfants et les adhérents du club de ski de fond. Merci, Hérald. Par rapport au travail qu'on a pu faire avec les habitants, ce qui est apparu, c'est que la demande que la population avait spontanément, c'est de se dire « Ah, mais moi, si je veux covoiturer, alors il faut que je m'organise. » Et ce qu'il nous faut, c'est un site qui permette de saisir nos origines, nos destinations, les jours où on y va, etc. Et comme ça sera bien organisé, ça va fonctionner. C'est là que l'expertise, entre guillemets, l'historique qu'on avait sur le covoiturage nous a aidés, parce qu'on sait qu'en réalité, sur des distances courtes, puisque là, on est sur des distances de 5 à 15 km, donc pour 5-7 km pour la commune de Saint-Jean-d'Arvey jusqu'à une vingtaine de kilomètres pour la station de la FECLA, sur des distances aussi courtes, en général, on ne prend pas la peine de s'organiser. Donc, on a enregistré cette demande, tout en sachant que si vraiment on voulait lancer un projet de covoiturage, il fallait qu'on puisse proposer autre chose pour que spontanément les gens puissent covoiturer ensemble. Il se trouve que sur le covoiturage organisé, la région Rhône-Alpes avait travaillé depuis longtemps sur un site de covoiturage qui s'appelle Movici et sur lequel on a décidé, et les élus ont souhaité, pouvoir s'appuyer. Donc ça veut dire que pour tout ce qui était mis en relation régulière, il y avait le site de la région Rhône-Alpes, Movici, qui était présent et qui actuellement d'ailleurs fait l'objet d'une rénovation et qui devrait trouver une seconde jeunesse. Et il était donc important que pour le covoiturage spontané, il y ait une coordination avec cette possibilité de s'organiser à l'avance, de pouvoir faire éventuellement du covoiturage dynamique et tout simplement de se mettre aussi en bord de route. Le travail qu'on a fait avec la population nous a amené à rédiger un cahier des charges très précis de ce qu'on souhaitait comme mobilier pour permettre d'installer ce covoiturage spontané. Et un des points très importants qui est apparu et qui a été demandé par les participants, c'est de la simplicité et pas de passage par Internet, enfin, pas par les smartphones. Pourquoi? Parce qu'il y avait un taux d'équipement qui n'était pas très important. Et en plus, il se trouve que sur les communes de Saint-Jean-d'Arvey, Thoiry, les déserts, ça ne passe pas partout, que ce soit le téléphone ou que ce soit Internet. Donc, du coup, c'était clair qu'il ne fallait pas qu'on passe par ça. Et ça nous a permis de rédiger un cahier des charges techniques assez précis pour une consultation qui a abouti au projet qu'on vous présente aujourd'hui. Voilà. Le deuxième point sur lequel on a travaillé, c'est que l'autre point important qui arrivait, c'était donc la simplicité, je vous en ai parlé, c'était la sécurité et la nécessité d'une part de connaître les personnes
avec qui on allait covoiturer, mais aussi de soutenir la dynamique qui s'était mise en place au moment des ateliers d'échange, et sur ces communes où il y a un esprit de communauté qui est assez fort. Il y a une partie de la population qui est une population assez récente, qui a acheté ou construit là-haut, et qui a vraiment une pratique d'activité culturelle ou sportive en commun. Et donc, on sentait qu'on pouvait vraiment travailler sur cette notion de communauté. Donc, on a créé une charte de covoiturage, ça existe ailleurs, mais il y a eu une charte spécifique qui a été créée pour le projet, avec une carte de covoitureur spécifique. Donc, les personnes sont invitées à s'inscrire. On leur donne un autocollant quand ils ont une voiture et qu'ils veulent pouvoir identifier leur véhicule. Et on leur offre une carte de transport en commun, la carte Oura sur la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, chargée de trajets de transport en commun, vraiment pour travailler cette question d'intermodalité. L'autre point, c'est que les conclusions des ateliers d'échange nous ont montré qu'il y avait deux alternatives. Soit on travaillait pour les personnes plutôt précarisées et les jeunes, et à ce moment-là, c'était plutôt du stop organisé, type réseau pouce, soit on essayait d'atteindre cette population active qui était prête à partager, prête à faire communauté, prête à embrayer, mais à moyen terme, sur un changement sociétal, et auquel cas, il fallait qu'on décrante, il fallait qu'on fasse quelque chose qui se voit, il fallait quelque chose qui soit quand même moderne tout en étant simple. Et c'est comme ça que, sur la base du cahier des charges qu'on a réalisé et des échanges qu'on a pu avoir avec ECOV, on est arrivé à ce dispositif que vous avez là. Donc, ce sont des panneaux en bordure de route avec des boutons poussoirs, soit la possibilité d'indiquer plusieurs destinations, soit la possibilité d'indiquer simplement qu'il y a une personne en attente. Ce type de panneau, on l'utilise quand, de toute façon, tout le monde va au même endroit, c'est-à-dire, en gros, retourne vers Chambéry. Et puis, une autonomie pour l'implantation des panneaux avec des panneaux solaires. Donc, je dirais que là, on a eu la chance vraiment de faire et ce travail avec la population et d'avoir la société ECOV qui avait un produit qui était pas loin d'être celui qu'on souhaitait et qui a pu le faire évoluer pour répondre vraiment au cahier des charges qu'on avait rédigé. Et vous voyez aussi, on a mis des assis debout à chaque panneau, parce que là, c'est pareil, c'est une façon de montrer que la personne qui attend, c'est une personne qui fait un effort pour le collectif et qu'il s'agit qu'elle soit bien installée et qu'on prenne soin d'elle. Donc là, vous allez avoir une petite vidéo de présentation du projet très courte. Ouais, c'est ça. Je vous passe un extrait de cette vidéo qui était un reportage qui avait été tourné le jour de l'inauguration officielle du service. Je vous laisse me couper si jamais il y a un problème de son, ce qui arrive parfois. C'est très bien, ça existait déjà de façon embryonnaire avant, mais aujourd'hui c'est donc organisé et surtout ça se fait sur des zones totalement en sécurité. Donc on peut prendre des gens, on peut être pris, mais dans des endroits bien sécurisés, et ça je trouve que c'est vraiment aussi important pour tous les usagers. Cet espace de covoiturage rentre dans le cadre de la démarche territoire mobile, où en fait c'est la plurimodalité des modes de transport qui permet de répondre aux attentes de la population. Alors tout le monde connaît le réseau des bus autour des lignes chrono et des lignes secondaires, on connaît l'autopartage, on connaît le réseau des stations de location de vélos. Là, on est sur le covoiturage. Alors ce projet est un projet expérimental que l'agglomération se propose justement de tester sur 3 communes qui sont Saint-Jean-d'Arvé, Thoiry et les Déserts, et en allant jusqu'à la Fécla. Alors il consiste à favoriser le partage des voitures, soit de façon spontanée, soit de façon organisée. La façon spontanée, elle est très simple. On se met sur un lieu de covoiturage, comme celui sur lequel nous sommes ici à Saint-Alban. Il y a le même à la Trousse. Et grâce au panneau à message variable qui est juste à côté de nous, on indique sa direction. Les automobilistes qui passent ont la possibilité du coup de s'arrêter en toute connaissance de cause, puisqu'ils savent où la personne veut aller. La même chose existe. Voilà. Je te repasse la main.
Merci. Donc, vous voyez, le projet qu'on a mis en œuvre, c'était un projet relativement cossu. Et comme il fallait pouvoir récupérer, enfin, aller chercher les personnes, y compris dans des hameaux, on a souhaité hiérarchiser le mobilier qui allait être mis en place, tout en gardant une unité visuelle. Donc, vous avez des panneaux de niveau 1 qui permettaient d'indiquer 6 directions, des panneaux de niveau 2 qui indiquaient simplement une direction, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un passager en attente, puisque tout le monde va dans le même sens, et puis des panneaux de niveau 3, qui sont des panneaux simples métalliques, mais qui reprennent le même visuel. Ça a un intérêt en termes financiers, mais ça a aussi un intérêt en termes esthétiques, parce qu'il y a des hameaux dans lesquels venir implanter un panneau lumineux, c'est plutôt contre-productif par rapport à l'esthétique, à l'architecture des lieux. Voilà, et donc là, vous avez, sur ce premier réseau de covoiturage, il y avait 9 panneaux connectés et 11 panneaux simples qui étaient donc plus dispersés dans les hameaux. Donc, auprès des 100 premières personnes qui se sont inscrites à la communauté, on a fait une enquête pour savoir un petit peu quels étaient leurs profils. Donc, vous voyez qu'on a 60% des personnes qui sont des personnes actives, qui se sont inscrites, et un tiers qui sont des personnes de plus de 62 ans. Donc, c'est notamment ces jeunes seniors actifs qui ont participé au dispositif. La majorité des personnes avaient déjà covoituré. Dans la plupart des cas, c'était des personnes qui avaient participé à des trajets avec Blablacar. C'est la majorité de ce qui nous a été remonté. Ceux qui se sont inscrits à 60%, donc, se déplaçaient avant en voiture seule et 12% en autostop. On peut passer. Voilà. Leur motivation, c'était la convivialité, l'économie et l'environnement. Ils souhaitaient s'en servir pour des déplacements en domicile-travail, le loisir et les achats. Donc, domicile-travail un peu moins important que les autres pratiques. Donc, on voit que là, sur la régularité, effectivement, il vaut mieux partir sur du covoiturage organisé que sur du covoiturage spontané pour le domicile-travail. Ils souhaitaient s'en servir plusieurs fois par semaine, mais derrière le plusieurs fois par semaine, c'est pour la majorité essentiellement en tant que conducteur le plus souvent, et puis de temps en temps comme passager. Donc on a quand même beaucoup de personnes qui sont d'abord inscrites comme conducteurs. Bon. L'avantage du dispositif des COV et qui faisait partie de notre cahier des charges, c'est qu'il nous fallait absolument pouvoir avoir une évaluation puisqu'il y a un investissement qui était relativement conséquent sur le projet. Donc, il y a un tableau de bord de tous les panneaux qui nous permet de suivre la fréquentation de tous les panneaux numériques, lumineux, et de savoir semaine après semaine, panneau par panneau, combien d'appuis ont été réalisés, pour quelle destination, et ça nous permet donc de suivre, d'avoir l'évolution de la pratique, de comprendre l'usage qui est fait des panneaux, en sachant que par rapport à ces appuis, on a une décote et on prend 70% des appuis en termes de trajet. Donc, s'il y a 100 appuis, on dit qu'il y a 70 trajets qui ont été réalisés. Ça nous permet aussi de voir que ce système de covoiturage, il fonctionne pratiquement tous les jours de la semaine et qu'il y a un pic en fin d'après-midi et notamment un pic pour remonter dans les communes. Et ça, c'était vraiment intéressant puisque si vous avez une réflexion sur le covoiturage, vous devez savoir qu'un des freins, notamment sur le covoiturage spontané, c'est de dire moi, je veux bien me servir de votre dispositif, mais ce qui m'inquiète, c'est que vraiment, je ne sais pas comment je vais rentrer chez moi si personne ne me prend. Et là, ça nous a permis de montrer qu'à contrario, les personnes s'en servent pour rentrer chez elles quand elles ont envie de rentrer sans attendre un transport en commun. Donc, on avait, en termes de trajet, vous avez le slide qui le dit, c'est-à-dire qu'on a 700 trajets par mois sur le dispositif et 800 pour la période hivernale, donc notamment avec une pratique qui est plus importante puisqu'il y a des fondeurs qui se servent du dispositif et c'est vraiment le sens qu'on avait voulu donner au projet également pour monter et descendre de la station. On voit aussi que les personnes s'en servent plus, comme je le disais, pour remonter chez elles et que le matin, elles s'organisent autrement. Soit elles descendent en transport en commun, soit elles descendent en famille, soit elles descendent avec un voisin. C'est plus un dispositif qui permet de rentrer chez soi quand on en a envie. Ensuite, sur les temps d'attente sont extrêmement courts à tel point que dans les réunions d'échange qu'on a eues avec la population, quand on leur a dit qu'on prenait
7 trajets pour 10 appuis. Ils nous ont dit, mais ce n'est pas du tout ça, en fait. Si vous avez 10 appuis, en fait, il y a eu 12 trajets ou 13 trajets, puisqu'en fait, bien souvent, on n'a pas le temps d'appuyer et on est déjà pris. Voilà, ça c'est plus pour l'anecdote, mais c'est pour dire qu'aux heures de pointe, les gens sont pris très, très rapidement, parfois même avant d'avoir appuyé. Oui. Les impacts. Alors, avec cette période qu'on vient de traverser, vous voyez, il y a eu le confinement, donc on a eu presque un arrêt de la pratique, et pas tout à fait. Donc, à notre étonnement, il y a quand même des personnes qui ont continué à utiliser le service, même si c'était tout à fait marginal. Et que là, sur la semaine dernière, on est en train de réatteindre quasiment les niveaux d'il y a un an, alors qu'on est encore dans une période sanitaire complexe. Donc, on peut espérer que quand on en sortira, la pratique va vraiment augmenter. Et donc, nous, on a fait une information de tous les usagers qui étaient inscrits au dispositif et on a affiché sur tous les points d'arrêt les mesures qui sont les mesures réglementaires pour la pratique du covoiturage, donc port du masque, aérer la voiture. Au départ, c'était un conducteur et un passager, puis après, les normes se sont un peu assouplies. Donc, sur l'ensemble des arrêts, on a porté ces indications. Voilà. Sur ce projet qui a démarré, ce qu'on a commencé à étudier en 2016, qui a maintenant plusieurs années, enfin plus de 2 ans d'historique, les résultats étaient suffisamment positifs pour que les élus nous demandent de travailler à l'extension du dispositif. Donc, on a travaillé sur une extension sur le secteur des Bauges, qui est un secteur beaucoup plus montagnard, avec 3 lignes, enfin, on va dire 3 lignes, 3 voiries qui sont équipées et qui se repiquent sur le réseau historique qui est le réseau rouge. Donc, c'est le réseau que vous avez en haut à droite. Ensuite, on a un autre réseau qui est sous le réseau rouge là, et qui va nous permettre de desservir des communes de plaine, donc vraiment en complémentarité du réseau de transport en commun pour renforcer l'offre sur le réseau. Et là, les poteaux vont être implantés cet automne. Et puis, tout en bas, là, sur la carte, c'est aussi un projet qui a sa particularité puisqu'on l'a développé en lien avec Réseau Pouce, puisqu'à l'extérieur de notre territoire, c'est un système Réseau Pouce qui est implanté et on a couplé les 2 dispositifs. Et puis, on a des demandes pour faire une desserte même aujourd'hui vers la ville-centre, qui est encore un autre projet en termes d'urbanisme, en termes d'offres et en termes de public. Donc là, vous avez la communication pour les 3 projets qui sont implantés, les réseaux. On va passer. Je reprends là de façon un peu synthétique ce que je vous ai dit sur ce projet. C'est la co-conception. Ensuite, il fallait que ce soit un projet qui soit complémentaire du site de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui propose déjà du covoiturage organisé. Ensuite, il fallait travailler sur la notion de communauté. Donc, Magali reviendra dessus pour l'agence Écomobilité qui a vraiment été à la manœuvre sur ce sujet-là. L'intégrer dans un projet et une chaîne de mobilité complète, donc avec les lignes chrono, les parkings vélos, donc le dispositif Oura. Un investissement sur l'accompagnement que vous allez voir maintenant. Et puis, c'était vraiment un pari, c'était de dire ça n'est pas du stop, c'est du covoiturage spontané, alors même qu'on ne travaillait pas avec une application. C'est un pari qui semble qu'on soit en train de réussir. Merci. Merci Béatrice. Du coup, je vais passer la main à l'agence Écomobilité. Hop, je te passe la main sur les diapos du coup. Tu dois avoir la main, je pense. Ouais. Bonjour. Ça y est, ça va sauter. Il faudrait juste revenir en arrière. Voilà. Bonjour, je suis donc Magali Harry, en charge des plans de mobilité employeurs sur l'agglomération du Grand Chambéry et également sur le projet covoiturage spontané, donc on a développé en 2018, mais qui avait demandé à peu près 2 ans de travail au préalable auprès donc des populations et puis de savoir exactement quelle technique on allait adopter pour mettre en place ce projet. Alors, l'agence Écomobilité
Alors, il y a la slide d'avant. Ouais, Magali, je crois qu'il faut que tu aies encore une dernière manipulation pour accepter de prendre la main sur les slides, sinon je peux continuer à le faire. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, celle d'avant. Voilà, là c'est toi qui as la main. Avant. On va y arriver. Avant. Ouais. Après. Là. Voilà. Oh. Non non. Ah. Voilà, c'est bon. Donc, l'agence Écomobilité, nous sommes intervenus vraiment dans la phase opérationnelle. Même si tous les ateliers d'échange, on avait aidé à l'organisation. Donc, phase opérationnelle suite à l'implantation des arrêts qui date du mois d'avril 2018. Donc, nous sommes intervenus au niveau du dispositif d'animation selon 2 cibles qu'on avait identifiées. Donc, il y avait les habitants des 3 communes Saint-Jean-d'Arvé, Thoiry et les Déserts et les sportifs du plateau de ski nordique qui intervenaient un petit peu plus tard puisque au mois d'avril, la saison allait fermer. Et donc, ça nous a laissé 6 mois pour travailler avec les habitants des 3 communes et à partir du mois de novembre, d'embrayer sur la communication sur le plateau de la FECLA. On a également travaillé au niveau de la communication et puis après, il y avait plus du back-office qui était de la gestion des inscriptions, les comptages, le suivi du retour usager pour l'amélioration du dispositif. On était tout le temps en contact avec les usagers qui testaient le dispositif. Et puis enfin, la vérification du matériel pour voir si les vitrines n'étaient pas endommagées. Le matériel fonctionnait bien. Alors là, je vais vous parler exclusivement des 2 premiers thèmes, donc le dispositif d'animation et la communication. Non, ça ne marche pas. On a perdu la main. Voilà. Alors, au niveau j'ai distingué l'animation au niveau avec les habitants et l'animation avec la station. Au niveau des habitants, nous avons donc présenté le projet, les outils de communication déjà au personnel des mairies. Alors ça, c'était extrêmement important pour les impliquer parce que dans les vies de villages, les petites communes, les élus des petites communes sont très impliqués et voilà, ils sont très connus. Donc également, on a fait des réunions publiques à destination des habitants dans toutes les communes et l'information de tous les participants des ateliers d'échange, puisque donc on avait un fichier qu'on tenait à jour et donc on leur a envoyé, on a actualisé en fait le projet avec eux. Il y a eu du boitage, donc la distribution d'un courrier d'information dans toutes les boîtes aux lettres. Et nous avons identifié les relais, alors que ce soit commerce, les professionnels de santé, là j'en ai listé, les écoles, les assistantes sociales de secteur. On leur a distribué, donc on leur a expliqué le projet, on leur a distribué des affiches, des flyers, des dossiers d'inscription pour que ces personnes relais puissent relayer l'information auprès des différents publics et des habitants qui n'avaient pas forcément l'information où on pensait qu'il fallait être redondant dans la première phase d'implantation du dispositif. Voilà, c'est bon. C'est Gérald, je crois. Non, c'est vous qui avez la main. Il y a peut-être un petit décalage, mais je peux reprendre la main si c'est plus Ouais, le plus simple, c'est que tu reprennes. C'est mieux. Hein. Alors, on a fait on a fait des permanences d'inscription à la boulangerie. Alors, il faut savoir, on est vraiment sur des petites communes et la boulangerie est le lieu de vie du village où les gens, le soir, quand ils rentrent du travail, ils s'arrêtent et également le dimanche matin. On a fait également des stands au marché. On a fait également des accompagnements au covoiturage dans les véhicules, c'est-à-dire qu'il y avait une animatrice qui était en bas, à l'arrêt en début de ligne, et puis on avait des gens qui appréhendaient un petit peu de faire du covoiturage, et donc on pouvait monter avec eux dans les voitures pour sensibiliser et le chauffeur, et le conducteur, et le passager.
Donc également, nous avons fait du tractage en début de ligne, le soir donc dans le sens montant et le matin dans le sens descendant, où donc on pouvait arrêter les voitures, distribuer des papillotes, distribuer des flyers. Voilà, c'est tout bon. Alors j'ai volontairement mis beaucoup de photos parce que ça vous permet d'avoir vraiment une identification de tous les outils qu'on a pu mettre en place. On a fait beaucoup de stands d'information, que ce soit, là c'était au forum des associations des communes, puisque au mois de septembre, il y a souvent des forums des associations où tous les villageois viennent pour se renseigner sur les activités possibles au cours de l'année. Et également, on a contacté les 2 lycées éco-responsables labellisés par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour diffuser l'information aux élèves concernés. Et donc, on a fait une communication spécifique avec un jeune qui covoiturait et qui habitait dans le village des Déserts. Voilà. Au niveau de la station de ski, alors donc, en fait, ce qui a été bien, c'est que c'était un petit peu différé. Et donc, on a commencé l'animation à partir de septembre-octobre, donc par la promotion du dispositif auprès des acteurs de la station. Donc ça, c'était plutôt à partir de novembre-décembre, que ce soit l'Office du tourisme, les caisses de vente des forfaits, les écoles de ski, les commerçants. Et puis, il y avait également les comités d'établissement qui achètent des forfaits en nombre, qui leur permettent d'avoir des réductions. Et donc, on contactait ces comités d'établissement, on les rencontrait généralement sur Chambéry et on leur mettait à disposition des dossiers d'inscription. Participation aux assemblées générales. Donc là, ça nous a permis de voir des têtes de pont, des relais qui pouvaient diffuser l'information dans leurs établissements et auprès de leurs clients. On a également participé aux chaînes d'inscription du ski club de la FECLA. On était présent dans les bourses au ski. Voilà, et on faisait des jeux concours, par exemple, des quiz, et on les récompensait avec des places de cinéma, par exemple, ou bien des bons cadeaux. Sur l'hiver, on a fait notamment des journées d'animation donc dans la station de la FECLA. Alors pour la petite anecdote, la première journée, il faisait -20, donc autant dire qu'on était tous contents d'être sur le terrain. Donc c'était généralement le samedi, voilà, pour le grand public, et donc on était vraiment présents sur les arrêts du départ, les arrêts de bout de ligne, pour que les personnes qui passent, les conducteurs qui passent avec leur véhicule puissent identifier les arrêts, et donc on appuyait sur la destination de la FECLA, et une fois que les skieurs étaient en haut, et comme on était très bien identifiés avec donc des chasubles violets, ils nous avaient repérés et ils disaient « Ah, c'est vous également qui étiez là le matin, on vous a vu à l'arrêt de covoiturage ». Donc, une très bonne identification du service dès le départ. Et donc, on offrait papillotes, fruits, des boissons chaudes. Voilà, on insistait vraiment sur le côté convivial. Les gens venaient spontanément vers nous. Et voilà, donc du coup, ça nous a permis vraiment de rentrer en communication et puis de faire des inscriptions. Alors, les moyens humains qu'on avait déployés, donc les 4 premiers mois de mai à août 2018, nous avons réalisé 26 animations qui correspondent à peu près à 140 heures de terrain. Donc là, je n'ai pas comptabilisé les heures pendant lesquelles on a préparé les animations. On a eu des appels téléphoniques des personnes, préparé les supports. Enfin voilà, donc ça, c'est uniquement la présence terrain. Et donc, on a rencontré environ 800 personnes. Et pour l'année dernière, donc 2019, on a réalisé 44 animations, environ 200 heures de travail terrain et 1205 personnes rencontrées. Voilà. Au niveau de la communication, il y avait une forte identification du dispositif avec une communication qui était très visible en violet. Donc, on avait des banderoles, des oriflammes, chasubles. Les animateurs étaient avec chasubles, casquettes.
Et puis, nous avions une batterie de support, donc des flyers, des affiches, des signatures mail. On préparait également tout un travail de communication à l'attention des mairies pour qu'elles relayent l'information donc sur leur support, que ce soit les sites internet, journal municipal, les lettres d'information. Et puis, on a lancé une newsletter pour essayer de faire vivre le dispositif, donc auprès des gens qui s'étaient déjà inscrits et leur donner des nouvelles du dispositif. Alors, ce qui a été vraiment intéressant, je crois, c'est vraiment cette slide-là que j'aime bien. Puisqu'on a identifié des ambassadeurs parmi les gens donc, qui avaient été dans nos ateliers d'échange, également des gens motivés par la question du covoiturage, et on s'est vraiment appuyé sur eux pour qu'ils puissent faire du bouche à oreille, qu'ils puissent relayer nos informations. Et donc là pour preuve, quand on les a sollicités pour faire une campagne d'affichage, donc l'automne l'année dernière, ils se sont proposés, donc on a pu réaliser 14 banderoles avec une petite baseline pour chacun. Et donc toutes ces banderoles, elles faisaient 3 mètres de haut et on les mettait, donc on avait 6 lieux où on pouvait les suspendre dans toutes les communes. Et au bout de 2 mois d'affichage, on a fait une élection des 6 plus belles banderoles donc sur les réseaux sociaux. Donc ça a fait quand même le buzz parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui se sont connectés pour voter. On a fait des jeux concours, des quiz. Voilà, donc ça c'était vraiment pour animer le réseau. Et également, à ce même moment, on a mis en place un compteur manuel pour indiquer le nombre d'inscrits, donc que vous voyez à gauche. Donc ça, c'était sur une banderole. Et donc régulièrement, en fonction du nombre de personnes qui s'inscrivaient, on changeait uniquement l'autocollant. Donc c'était assez rigolo. On avait pré-imprimé des chiffres et donc régulièrement, on venait changer, et puis les gens, le fait que la couleur change, c'était visuel. Voilà, là au milieu un exemple de quiz covoiturage. Voilà. Et donc on a, oui, là. Ouais, là c'était la transition entre votre partie et la nôtre. Avec l'exemple des banderoles dont vous parliez, oui. Ouais, c'est ça. Surprenant. Merci beaucoup. Peut-être que tu veux peut-être conclure, malgré le fait que tes slides soient passés, mais tu as un mot de conclusion si tu le souhaites. Je dirais que c'est un système vraiment qui, alors 2 ans après, qui est intéressant dans la mesure où les gens ont tout de suite adhéré à ce dispositif. Forcément, comme on les avait tellement impliqués en amont, ils ont tout de suite testé. Maintenant, je pense que dans l'avenir, que ce soit le réseau Synchro Covoiturage ou d'autres réseaux, doivent vraiment réfléchir à la question du conducteur, c'est-à-dire comment convaincre le conducteur à devenir passager, parce que c'est vraiment là que ça se joue, parce que toutes les personnes, en fait, au départ, sont conducteurs, enfin pas toutes, mais la plupart des personnes qui s'inscrivent sont conducteurs, et donc c'est ce travail, comment passer de conducteur à passager, et c'est vraiment un gros travail de longue haleine. Voilà. Ok, merci beaucoup. Jean-Baptiste, je te passe la parole pour ECOV. Alors nous, on a été embarqués dans le projet, notamment après la sortie du cahier des charges, où on était bien embêtés, à vrai dire, parce que le cahier des charges
correspondait pas exactement à ce qu'on faisait. On avait à l'époque une solution. Alors, il était important pour nous que nos dispositifs soient accessibles à tous, y compris les personnes qui n'avaient pas d'application smartphone sur leur téléphone. Donc, on avait un parcours par SMS, des bornes physiques sur la chaussée et la capacité de commander son covoiturage par une assistance téléphonique. Mais ce n'était pas ce qui était demandé dans le cahier des charges. Et donc, du coup, voilà, on a été obligé de développer spécifiquement une évolution de notre produit. Et donc, avec des boîtiers, soit un bouton, soit 6 destinations, comme l'a expliqué Béatrice, avec un fonctionnement assez basique. Un premier appui, ma destination s'affiche. Un deuxième appui, ça se désaffiche. Donc, pour indiquer que je suis monté dans la voiture, je rappuie une seconde fois pour pas que les prochains conducteurs pensent qu'il y a quelqu'un. Et puis au bout d'un certain temps, parce qu'il y a des gens qui oublient de réappuyer avant de monter en voiture, au bout d'un certain temps, le message se désactive. Tu peux passer à la diapo suivante où on a une vision. Alors ça, c'est pas sur le réseau de Chambéry, mais c'est la deuxième version de notre boîtier, avec une indication lumineuse autour de chaque bouton. On ne le voit pas très bien, mais sur le bouton sur lequel la personne appuie, il y a un petit voyant vert et voilà, on a l'information que le message va bientôt se désactiver, donc ça clignote et on peut rappuyer pour prolonger le message. Donc, il y a une certaine interactivité du bouton poussoir et ensuite il y a aussi la notion de tableau de bord. Nos panneaux sont connectés, donc du coup on reçoit dans notre système d'information les appuis-boutons et on les transforme à partir d'un certain nombre de règles d'appui en statistiques. Donc, on a la possibilité de voir par arrêt de départ, par arrêt d'arrivée et heure par heure notamment. Une des autres dimensions, c'est qu'on a la possibilité maintenant d'afficher des messages d'information autres que les destinations. Et donc par exemple, on met en place les jauges, le nombre d'inscrits et l'incitation des usagers, de tous ceux qui passent devant l'arrêt, parce que finalement, c'est ça qui est assez bien avec ces panneaux, c'est qu'on cible directement tous les usagers potentiels de la ligne, c'est ceux qui passent aujourd'hui par cette route. Et donc du coup, on cible parfaitement la cible conducteur comme passager. Tu peux passer à la diapositive suivante. Voilà, il y a certaines des questions sur lesquelles on a des diapositives par la suite, mais je propose que Amandine, tu prennes la main sur la distribution des questions. Oui, merci. Alors, merci à tous pour cette présentation qui était très complète. On a eu des questions d'ailleurs qui sont apparues dès le début et qui, je pense, ont été répondues au fur et à mesure, mais je pense que c'est encore intéressant de revenir dessus. Donc, Madame Brasseur demande quels outils ou moyens développez-vous pour avoir une idée du flux et de la fréquentation? Est-il possible de développer l'étude du covoiturage? Enfin, comment vous avez fait votre étude pour le covoiturage? Comment définir le trajet ou l'axe pertinent pour la ligne de covoiturage? Alors, si je pense que Mme Brasseur essaye, elle, d'envisager comment elle pourrait construire une ligne de covoiturage sur son territoire. Tu peux passer la diapo correspondante? Ouais. Alors après, on pourra aussi passer la parole au Grand Chambéry, à l'agence Écomobilité. On peut peut-être présenter nous ce qu'on fait en général, ECOF, sur les projets. Voilà, c'est ça, Jean-Baptiste? Oui, c'est ça. Et Béatrice et Magali, si vous voulez commencer par répondre, comment ça a été fait dans le cadre de Chambéry, parce que là, on n'avait pas tous ces outils à cette époque-là. On ne t'entend pas, Béatrice, il faut que tu... C'est ce que je vois. Ouais. On va dire que les choses étaient simples et complexes sur notre territoire. Elles étaient simples parce que le territoire sur lequel on devait développer le service avait été choisi, politiquement choisi. Donc, on savait déjà que c'était sur ce territoire-là qu'on allait intervenir. Donc, en termes de flux et de fréquentation à l'amont, de toute façon, on est parti d'un constat. Il y avait 6800 véhicules jour et plus les week-ends, donc c'était la base. Ensuite, pour avoir une idée du flux et de la fréquentation, une fois que le matériel a été implanté, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je laisserai Ecov compléter, on a ces tableaux de suivi et c'est un des grands avantages pour pouvoir suivre le fonctionnement du dispositif et également le défendre, le présenter devant les élus.
parce que sinon on serait complètement sur des estimations. Et là, quand on peut dire qu'on a 700 à 900 trajets par semaine qui sont faits en covoiturage, eh bien, c'est au-delà de ce qui est utilisé par du nombre de passagers en TAD, donc ça pose un peu le dispositif quand même. Sur l'étude covoiturage, donc pour ce qui concerne notre territoire, on a fait un pavé de, je ne sais pas combien, 200 pages sur les tenants et les aboutissants du covoiturage au niveau technique, au niveau sociétal, au niveau environnemental, pour montrer à notre élu que le projet n'allait pas être si simple. Parce qu'en fait, sur le territoire, il y a des lignes de transport régulières en commun et il y a du TAD. Donc, il y a déjà énormément d'offres de transport. Et donc, on a essayé de freiner au maximum. Et quand on a vu que de toute façon, il y avait vraiment la volonté d'y aller, eh bien, c'est là qu'on s'est dit, soit on fait un covoiturage un peu cheap, type stop, voilà, covoiturage spontané, mais plutôt version stop, soit on embarque, et c'est ce qui nous est plutôt demandé, sur un changement sociétal. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait tous nos benchmarks et qu'on est arrivé à ce projet. Donc, l'étude amont, elle a été très importante et c'était le temps du dialogue avec notre élu pour roder la méthode et puis voilà, se faire valider le projet sur lequel on allait partir. Voilà, et définir le trajet ou l'axe pertinent pour la ligne de covoiturage. Là, en l'occurrence, on a une chance, c'est que sur les communes périurbaines des coteaux, il y a souvent une voie principale qui permet de relier l'urbanisation ces communes à l'urbanisation de la plaine. Donc c'est assez simple, le flux est concentré. Donc on se met au bord de ces voiries. Effectivement, dans certains cas, en fait, c'est assez évident. Il y a une pratique préexistante d'autostop qui fonctionne. Donc, en fait, on sait que ça va fonctionner. Tu le notais, quand on a un axe structurant où tous les flux convergent, là aussi, c'est relativement simple. Les quelques points clés dans nos études, c'est d'abord identifier l'axe qui soit structurant et peu maillé. Dans le sens peu maillé, c'est s'il y a 3 axes parallèles qui vont au même endroit, eh ben, le potentiel se diffuse. Vérifier le potentiel de covoiturabilité, c'est tout simplement le nombre de conducteurs qui passent. Donc tu as évoqué un comptage routier, 6000 véhicules jour. Nous, on regarde aussi heure par heure pour avoir une idée, quand on est un petit peu tangent sur les potentiels, à quelles heures est-ce que le dispositif va pouvoir fonctionner. Et il ne suffit pas d'avoir un comptage en un point donné du territoire, mais il faut savoir, parmi les personnes qui rentrent, alors là vous avez une image de Morlaix sur laquelle on a fait une étude en Bretagne, parmi les 650 actifs qui rentrent sur Morlaix le matin, voilà comment est-ce qu'ils se diffusent. Et donc du coup on a la capacité de dire au maire de Plourin, vous avez 650, mais aussi au maire de Plougonvin, il reste plus que 60 actifs arrivés à Plougonvin. Donc on a les ordres de grandeur de la distribution des flux et donc du coup on va pouvoir dire voilà, quelles sont les destinations qui seront accessibles avec plus ou moins de temps d'attente. Ensuite, dans les études, il y a aussi la question de l'implantation de l'arrêt. On est souvent contraint par le territoire, par les implantations physiques. Il faut que le panneau soit pas noyé dans une pollution visuelle de centre-ville. Il faut qu'on ait la capacité d'avoir une encoche. Dans ce projet, il y a certaines encoches qui ont été élargies, d'autres qui ont été créées, il me semble, et c'est souvent le cas. Donc il y a une dimension physique de l'implantation des arrêts. Et on fait attention au parcours, à la fois le parcours conducteur, donc là sur l'exemple Cœur de Savoie c'est très très simple, là c'est vraiment sur l'axe principal, de temps en temps le conducteur doit faire un mini détour, et dernière dimension, il faut que ce soit accessible pour le passager, donc si c'est sur une route départementale au milieu de nulle part, c'est moins favorable qu'en centre-bourg, mais en centre-bourg souvent il y a un petit peu moins de flux et de lisibilité, donc c'est toujours des équilibres à trouver. Je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais en tout cas, peut-être juste sur les outils qu'on a développés, le constat c'était de dire à la fois on a besoin d'outils et à la fois les modèles de trafic existants, ils sont présents uniquement sur les très grosses agglos et ils coûtent très cher à développer. Et pour déployer une ligne de covoiturage, on ne peut pas se permettre de déployer ce type de modèle. Donc du coup, on a construit un processus qui permet sur n'importe quel territoire d'avoir très rapidement ce type de représentation-là.
Parfait, merci. Alors du coup, j'en profite pour rebondir sur une question de Monsieur Tout-le-Monde qui nous demande est-ce que la vitesse est réduite à 50 km aux endroits de tous les arrêts? Béatrice. Je suis en train de réfléchir et je demanderai l'appui de Magali, mais il me semble que oui, on est en zone 30 ou en zone 50. La plupart du temps, voilà, on n'est pas à 70. On n'a pas d'arrêt dans des secteurs à 70, me semble-t-il. Et du coup, ça a été un élément un peu pour décider les arrêts? Alors, en fait, c'est vrai que c'est une partie sur laquelle je n'ai pas du tout insisté, qui était une partie qui est fondamentale, c'est le travail sur l'implantation des arrêts. Et ça, c'est vraiment une évolution culturelle, j'ai envie de dire, dans les services même des collectivités, pour comprendre qu'on ne met pas un arrêt n'importe où et que le stop, ça ne se fait pas par-dessus la jambe. Et donc, en face, il faut trouver l'emplacement pertinent en termes de sécurité, mais aussi en termes d'accessibilité, en termes de visibilité, en termes de confort, que l'encoche soit suffisamment grande pour qu'effectivement, si la voiture est à 50 à l'heure, elle ait le temps d'apercevoir le passager, de s'arrêter en tout confort et que le passager soit bien visible, bien placé. Moi, je dis plutôt à l'amont de l'arrêt, parce que je pense que toujours le contact visuel, c'est quelque chose de très important. Je regarde le passager regarde le conducteur, il y a une forme de connivence et la voiture s'arrête. Et en fait, ça demande du temps pour que petit à petit, on s'approprie ces concepts-là au sein des services. Et puis, le point sur lequel je voulais aussi insister, c'est l'implication des communes. C'est-à-dire que si les communes dans lesquelles on va implanter les arrêts ne sont pas impliqués, si les élus ne sont pas convaincus, on n'arrive pas à faire décoller le projet. Parce qu'on a vraiment besoin qu'ils acceptent que ce mobilier nouveau, qui peut être vraiment considéré comme un intrus, vienne dans le paysage communal et se mette parfois vraiment en plein milieu de la commune, alors que, y compris dans les lieux où on est en train de développer actuellement, des secteurs dans lesquels il n'y a jamais eu un feu rouge. Et tout d'un coup, on arrive avec un mobilier qui est un peu moderne, un peu détonnant par rapport à l'environnement qui peut être un environnement rural ou montagnard. Et donc là, il y a vraiment un travail à l'amont d'explication. Et puis, c'est vrai que l'expérimentation sur les 3 premières communes nous sert beaucoup parce que cette expérimentation a été vue par les élus et donc ils savent de quoi on parle et c'est un peu rentré dans les mœurs. Mais c'est une sorte d'évolution culturelle. Et puis moi, Béatrice, je rajouterais aussi qu'il faut que l'arrêt corresponde aux usages. Si jamais il y a déjà des usages sur la ligne, parce que nous, on a eu le cas justement sur l'implantation d'un arrêt qui ne correspondait pas à l'usage que les personnes avaient utilisé en covoiturage. Et du coup, on a été obligé de déplacer cet arrêt parce que les gens ne l'utilisaient pas. Oui, ça confirme ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, l'implantation idéale avait été identifiée très rapidement, mais les esprits n'étaient pas prêts à accepter que cet arrêt soit à cet endroit-là. Voilà. Et donc, on a un petit peu tâtonné, et aujourd'hui, on a pu mettre l'arrêt au bon endroit. Et c'est vrai qu'on a maintenant une attention très particulière pour ne pas avoir à faire et défaire. Merci. Alors, on a plusieurs questions qui tournent autour un peu de la même chose, qui sont au final, qui gagne quoi, comment? C'est-à-dire, est-ce que c'est le passager qui paye on va dire le propriétaire du véhicule? Est-ce que le propriétaire du véhicule a une incitation particulière? Est-ce qu'il y a un espèce de modèle économique qui est entre les deux? Je vais répondre Oui, pour notre territoire, puis je pense qu'Ekov pourra compléter. En fait, nous, on est parti des ateliers d'échange où il y a eu une prise de position très ferme de la population de ces 3 communes pour dire « nous, on veut que ça soit gratuit, on ne veut pas d'échange d'argent ». Mais vous avez compris que les distances étaient courtes. Et donc, sur cette base, moi, à l'époque, j'ai essayé de dire « mais si on s'inscrit dans la durée, si à 5 ans, à 10 ans, que ça devient une pratique courante pour des déplacements domicile-travail notamment, il faudra bien qu'il y ait un échange d'argent parce que sinon la personne qui est passagère va se sentir tout le temps débitrice. Et donc, ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, le cadre qui avait été clairement posé par la population, ce n'est pas d'échange d'argent. Donc, on était parti là-dessus.
en termes d'incitation à la pratique, ce qu'on aurait aimé faire, c'est pouvoir payer le passager pour le remercier d'avoir covoituré. Parce que le conducteur, lui, de toute façon, il allait passer. Et il disait, moi, je ne veux pas d'argent. Par contre, le passager qui fait l'effort de covoiturer, on aurait aimé à minima le gratifier. Et on n'a pas trouvé de système simple, sauf à faire ce que l'agence a fait, Magali vous en a parlé, de temps en temps, de faire des gratifications ponctuelles au moment de campagne de communication. Donc ça, c'est un champ qui reste à explorer, sur lequel on a encore des marges de progrès, mais qui va aussi évoluer, puisqu'un des secteurs sur lesquels on se développe, c'est le secteur donc, des Bauges, où les distances et les temps de déplacement sont beaucoup plus longs, et où la question là, du partage des frais se pose. Tant au niveau du passager qui ne voudra pas être débiteur et toujours débiteur, qu'au niveau du conducteur qui dira je veux bien prendre quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois, mais enfin si je dois prendre quelqu'un tout le temps, j'aimerais bien qu'il participe. Donc la question là, suivant les territoires, la question reste ouverte et il faut avancer avec une forme de prudence pour ne pas braquer les esprits, mais voilà, c'est un sujet qui est encore à approfondir ou à faire évoluer tout simplement. Je peux compléter, c'est en effet un sujet compliqué qui dépend beaucoup des territoires et comme vous le dites, c'est un sujet qu'on aborde souvent dans ce qu'on appelle les labs de co-construction, vos réunions avec les futurs usagers pour voilà, évoquer assez librement ce sujet-là. Et dans certains réseaux, on part sur une gratuité totale, notamment sur les réseaux avec ces boîtiers boutons. De toute façon, alors nous, ECOV, avec les boîtiers boutons, on n'a pas la capacité de venir interagir sur les échanges monétaires. Donc du coup, il y a certains réseaux avec appui bouton qui peuvent recommander un paiement du passager au conducteur, mais c'est uniquement sur la charte ou sur la vitrine de l'arrêt. On a aussi des dispositifs qu'on appelle covoiturage au haut niveau de service avec l'application smartphone, mais aussi la commande par SMS ou par l'assistance. Et avec ces dispositifs-là, on a la capacité de connaître qui covoiture avec qui. Et donc, du coup, chacun a un compte et on peut créditer un compte et en débiter un autre. Donc, on a cette capacité de faire de l'incitation. On va même plus loin. Donc, l'étape de base, c'est le conducteur est dédommagé par passager transporté, 1 ou 2 euros. En général, on fait des chiffres ronds. Mais de temps en temps, on va aussi inciter les conducteurs, notamment dans la montée en charge des réseaux, à proposer leur trajet sur l'application smartphone pour que les passagers voient qu'il y a réellement des voitures. Et donc, du coup, quand ils allument l'application, ils voient circuler les véhicules sur les lignes. Et donc, ils savent, ils sont rassurés sur le fait qu'ils vont être pris. Et donc, du coup, on est en capacité de les inciter, même s'ils n'ont personne dans leur voiture, alors avec des dédommagements beaucoup plus faibles. Mais voilà, on a fait pas mal de tests là-dessus sur notre réseau Lane à l'est de Lyon pour tester la sensibilité de la participation des usagers, de la rétention des conducteurs notamment à ce paramètre d'incitation financière. Mais je rejoins Béatrice, de temps en temps, ça peut être contre-productif d'aller mettre de l'incitation financière et de mettre en avant ce levier. Et pourtant, dans certains réseaux, c'est un levier très fort de motivation. Sur Lane, on a 3 euros de péage, 30 km de trajet, donc du coup c'est un certain coût par jour et les gens sont contents de faire des économies. Je voudrais juste compléter en ce qui nous concerne, c'est pour dire qu'effectivement, comme tu le disais, sur les Bauges, nous, sur les campagnes de communication et sur les affiches, on a dit que le passager pouvait proposer une participation au conducteur. On est prudent, mais on l'a écrit, alors qu'on ne l'a pas écrit sur l'autre secteur. Et ensuite, on travaille vraiment de façon couplée avec le site Movici ou l'application Movici. Et sur Movici, on peut faire des échanges d'argent. Donc, c'est la réponse que j'ai faite il y a 2 jours à une personne en disant, mais si vous inscrivez vos trajets réguliers sur Movici, là, vous pouvez indiquer un montant et la personne est invitée à participer. Et il y a un porte-monnaie électronique qui permet de faire ces échanges d'argent. Donc, nous, en ayant couplé les 2 dispositifs, on permet cet échange d'argent si les gens le souhaitent. Ouais, du coup, je rebondis vraiment sur votre réponse, puisque Monsieur Cornu demande quelle relation entre Movici et le système de covoiturage du Grand Lyon. Alors,
pour ce que j'en sais, le système de covoiturage développé par le Grand Lyon et le site Movici de la région sont interopérables. Mais pour le moment, c'est deux sites, deux applications qui cohabitent l'une à côté de l'autre tout en discutant entre elles. D'accord. C'est ça. Alors, alors, je reviens du coup sur vraiment ces questions d'incitation. Monsieur Pierson donc demandait aussi effectivement qu'on lui rappelle est-ce qu'il y avait une incitation financière ou autre. Et globalement, est-ce que, quels seraient les niveaux d'incitation qui paraissent suffisants pour des régions qui sont moins enclavées, solidaires? Est-ce que vous pensez que, grosso modo, les décisions que vous avez prises sur l'incitation peuvent changer en fonction du territoire, s'il est plus enclavé ou moins enclavé, s'il y a besoin de plus de solidarité ou pas? Peut-être que ECOF sur ça a plus de retours. Oui, en tout cas, je peux commencer. Donc, ce qui est important pour que ça reste du covoiturage, c'est qu'il faut que les incitations restent mesurées, que ce soit du partage de frais, que ça ne couvre pas la totalité des frais, ou voire plus engagés par le conducteur. Ce qu'on recommande souvent, c'est autour de 6 à 10 centimes d'euros du kilomètre. Voilà, 10 centimes d'euros du kilomètre, c'est à peu près ce que coûte l'essence. Voilà. Et le conducteur, en plus de ça, il paye son assurance et il amortit son véhicule. Donc c'est les ordres de grandeur, et souvent on est amené à faire des arrondis pour rendre le système le plus simple possible. Merci. Oui, par rapport à cette question, s'il nous est demandé de développer un réseau plus urbain, il est possible que la question financière se pose d'une façon différente, et on sera, j'imagine, amené à évoluer et peut-être à aller vers un système de paiement plus systématique, avec un public beaucoup plus connecté, une masse de déplacement beaucoup plus importante. Voilà. Une remarque, c'est que les choses sont assez liées et connectées. Quand on fait le choix d'un système très simple, du coup, avec les boîtiers, on a vraiment tous les avantages de cette simplicité, et le passage à l'acte se fait assez bien. Quand on fait le choix d'un système plus intégré, on permet par exemple les échanges d'argent intégrés, on permet aussi une systématisation des inscriptions. Là, aujourd'hui, les inscriptions sont sur la base du volontariat. Les gens téléchargent la charte et peuvent s'inscrire comme ça. Dans un système avec le système informatique complet, c'est finalement le passager qui va inscrire le conducteur à son premier arrêt. La première fois que je prends un passager, le passager va inscrire le conducteur par son numéro de téléphone ou sa plaque d'immatriculation, et du coup ensuite on a la capacité d'aller lui parler à ce conducteur-là. Un petit complément sur ce que permettent les deux systèmes. Il y a des avantages des deux côtés. Je voudrais rajouter que l'expérience historique que l'expérience qu'on a sur le réseau historique montre que les habitants ne souhaitent pas, pour l'instant, rendre le système payant. En revanche, sur toutes les distances qui sont beaucoup plus loin, 20-30 km sur le cœur des Bauges, là, effectivement, on a une demande de partage des frais. Ok, donc au final, ça ne va pas être tant le territoire en tant que tel, mais plutôt si c'est vraiment la distance et les frais qu'il peut y avoir en plus, péage, etc., où là, une incitation peut aider. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, on a 2 fois la même question, donc je vous la pose. Combien de voyages passagers enregistrez-vous sur l'ensemble de vos lignes? Alors, c'est les chiffres que je vous ai indiqués, c'est entre 700 et 800 passages par mois sur le réseau que je vous ai montré, et les autres réseaux qui se sont développés sur les Bauges, sur les contreforts des Bauges, vers une autre commune. Enfin voilà, la carte que j'ai montrée tout à l'heure, les poteaux ont été implantés juste à l'issue du confinement, donc on est en montée en puissance progressive sur la communication
on communique, mais on est soft, parce qu'on ne veut pas aller trop fort sur la communication dans une période qui est un peu incertaine. On ne souhaite pas que ça soit contre-productif. Donc, pour l'instant, ce qu'on comptabilise, c'est surtout sur ce réseau historique. Le reste, c'est vraiment des réseaux émergents, donc je n'ai pas de chiffres fiables à donner pour le moment. Les implantations sont finalisées mi-juillet. Bien, merci. Alors, je reprends d'autres. Alors, avez-vous prévu de développer d'autres lignes? Oui, effectivement, c'est ce que je montrais tout à l'heure dans la slide. Éventuellement, si Harald, tu veux y retourner. Je sais pas. Donc, on a un territoire, celle où on voit les patates, peut-être. S'il te plaît, merci. Donc, on a le territoire qui est en haut à droite là, de la carte. C'est un territoire beaucoup plus montagnard où on est en train d'implanter, enfin, on a implanté une trentaine d'arrêts depuis la mi-juillet. C'est là qu'on évoque le fait que les déplacements sont plus longs et donc que les pratiques seront sans doute différentes. Et on va monter en puissance sur la collaboration avec le site Movici. Parce qu'autant sur le territoire historique, les gens pouvaient ne pas se servir de l'application, autant sur ce territoire où il y a des enjeux de distance, des enjeux financiers, des enjeux d'être sûr d'arriver à destination et dans les temps, je pense que la complémentarité avec le covoiturage organisé sera vraiment, va être dopée et notre communication sur ce sujet également. Et je voulais ajouter quelque chose. Oui, c'était l'occasion aussi pour moi de dire que tout le matériel que vous avez vu est un matériel qui est neutre en termes de signature de collectivité. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne voyez pas sur le grand panneau lumineux Grand Chambéry ou Synchro Covoiturage apparaître. Et c'est un grand avantage, puisqu'en fait, nous ne signons qu'à l'intérieur de la vitrine d'information. Et donc, sur ce secteur dont je viens de parler, les lignes de covoiturage, le service va déborder sur les territoires adjacents, Cœur de Savoie d'un côté, Grand Lac de l'autre, le Grand Annecy également. Et donc, nous leur avons proposé, et il y a deux territoires qui semblent plutôt favorables, mais entre-temps, il y a eu des élections qui n'ont pas infléchi la volonté, mais il faut voir comment ça pourra se développer. On leur a proposé de prendre le même matériel avec le même visuel, ce qui nous permettra vraiment de développer des réseaux et un maillage qui serait vraiment beaucoup plus conséquent et à l'échelle du bassin d'emploi. Ça serait vraiment une grande première. Ça permettrait d'imposer, ce n'est pas vraiment le mot, mais de faire figurer le covoiturage spontané dans l'espace public comme quelque chose de normal avec un visuel qui devient récurrent et que tout le monde comprend. Donc, ce secteur-là des Bauges va effectivement déborder sur les trois communautés, les trois territoires dont je vous ai parlé. On a donc un développement sur une petite commune, la commune de La Tuile, avec d'autres communes qui sont traversées et pour l'instant qui n'ont pas souhaité développer le dispositif. Donc, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. On a une ligne, un territoire en lien avec Réseau Pouce. Donc, ça nous a donné l'occasion de signer un partenariat, un protocole de collaboration avec la communauté la communauté de communes d'à côté, Cœur de Savoie, avec le parc de Chartreuse, qui lui développe le système Réseau Pouce. Et on a une communication croisée entre les dispositifs et on affiche un réseau unique, quel que soit l'opérateur qui est derrière. Et puis, sur cette carte ne figure pas le réseau qu'on va déployer certainement d'ici la fin de l'année, parce qu'il est quasiment abouti, sur une des communes de Plaine, qui est la commune de Saint-Joire, où là, on va se rapprocher d'un réseau un peu plus urbain, en maillage avec les lignes chrono. Voilà. Et toujours en complémentarité avec les lignes régulières et avec le transport à la demande. Super, merci. Du coup, je rebondis. Est-ce que vous avez essayé d'implanter des arrêts aux emplacements des arrêts de bus, histoire de... Alors ça, ça a été une épine dans le pied, puisque au départ, on était resté sur la règle qui est on ne peut pas autoriser une voiture à s'arrêter sur les zigzags d'un arrêt de transport en commun, ou tout au moins aux horaires pour lesquels il y a une desserte de transport en commun. Donc, c'était une posture qui était assez rigide de notre part et sur laquelle on a pragmatiquement évolué en fonction du niveau de trafic.
Alors déjà, en fonction de si l'arrêt de transport en commun était en encoche ou pas, c'est sûr que s'il est en encoche, en termes de sécurité, c'est plus facile de mutualiser le transport en commun et l'arrêt de covoiturage. Et puis, dans une des communes qui faisait partie de l'expérimentation, on avait un arrêt qui était sur chaussée avec un plateau piétonnier. On a été jusqu'à implanter l'arrêt de covoiturage sur le plateau au niveau de l'arrêt de transport en commun, parce que c'était la seule chose qui était possible à faire dans un environnement extrêmement contraint et où les voitures, de toute façon, étaient amenées à ralentir énormément. De petits compléments. Pardon, allez-y. Oui. Donc aujourd'hui, on s'autorise progressivement à le faire en fonction du contexte. Voilà. De petits compléments sur la complémentarité justement avec Movici, la région envisage, hein, c'était dans le cahier des charges de sa nouvelle plateforme, de faire apparaître, on travaille avec eux pour ça, de faire apparaître les lignes de covoiturage spontané sur la carte de covoiturage de Movici. Donc il y a des liens et une continuité de service qui est en cours de réflexion et de mise en œuvre. Et ensuite, il y avait la question de Jacques Tout-le-Monde. Je me permets de reprendre une des questions que je salue sur est-ce que les usagers ont une pratique intermodale, qu'est-ce qu'ils font après avoir utilisé la ligne, est-ce qu'ils y accèdent à pied ou avec d'autres modes? Béatrice, tu pourras compléter si vous avez déjà des idées, mais sur ce point-là, on a des statistiques, un nombre d'appuis-boutons, un nombre de passagers potentiels, mais on envisage de faire des enquêtes un petit peu plus larges pour avoir des informations plus précises sur nos usagers, mais aussi les non-usagers. Quelles sont les motivations ou les freins de non-usage du service? Alors, nous, on n'a pas des retours statistiques sur les pratiques intermodales, on a des retours d'expérience et des retours usagers avec un nombre d'usagers relativement conséquent qui fait de l'intermodalité covoiturage vélo avec le système des abris à vélo que je vous ai montré. Et c'est même une pratique qui peut varier suivant les saisons, puisqu'il y a des personnes qui sont équipées en vélo électrique, qui vont donc remonter chez eux en vélo électrique ou à certaines saisons, éventuellement, laisser le vélo dans l'abri à vélo et plutôt utiliser le covoiturage. Donc cette intermodalité-là, elle est assez connue. Elle correspond aussi à une cible de population. Quand je parlais d'un changement sociétal qui est vraiment... ce sont ces pionniers du changement, en fait, hein, qui vont être agiles entre différents modes, et notamment le vélo et le covoiturage. Et puis en termes de transport en commun également, puisque on a plusieurs exemples de personnes, là c'est vrai que je ne suis pas sur des statistiques, mais sur des exemples de personnes qui, notamment pour aller à la gare de Chambéry, où il y a du stationnement possible, mais du stationnement payant, donc à la journée, si on reste et on part en voyage plusieurs jours, on a plusieurs exemples de personnes qui descendent en covoiturage et qui prennent la ligne chrono pour aller à la gare de Chambéry et qui sont toujours assez étonnés d'arriver à l'avance à la gare, puisqu'ils ont pris de la marge et ils sont là trop tôt. Voilà. Après, je ne suis pas sur des statistiques, c'est là, je peux juste vous dire qu'il y a des pratiques, mais je n'ai pas d'éléments statistiques. Et je voudrais compléter aussi pour dire que nos arrêts de covoiturage sont normalement sur la carte du site de Movici. Voilà. Ils ont été déjà mis sur Movici. Super. Là, on va partir sur quelques questions plutôt vraiment destinées à la collectivité dans le sens organisation. Qui a fait l'étude? Est-ce que c'est un bureau d'études? Nous demande... Je pense que l'étude... Votre serviteur. Alors, il se trouve qu'on a travaillé sur le covoiturage depuis longtemps au niveau de Grand Chambéry, y compris avec l'agence Écomobilité. Donc, on avait pas mal de connaissances. Il y a également des bons bureaux d'études qui sont pas loin et que je salue parce que certains étaient en ligne, je pense qu'ils y sont toujours, qui avaient également travaillé pour l'ADEME, qui sont implantés à Chambéry, et avec qui on a eu des échanges pour arriver à faire tout ce benchmark juridique, technique, sociétal, sur quelles sont les pratiques, quels sont les potentiels, quel est le contexte juridique, voilà, balayer l'ensemble des sujets. Et je vais être visuel, nous avons abouti à un rapport de cette taille-là pour essayer de donner le maximum d'éléments à nos élus.
Pareil, on nous demande, Monsieur Cornu, toujours dans les études, y a-t-il eu des comptages des proportions de voitures à 1, 2, 3, 4, 5 personnes avant et après 2-3 ans? Alors, en ce qui me concerne, non. Je ne sais pas si, Magali, sur le terrain, vous avez eu des observations comme ça, mais on n'a pas ce niveau de statistiques ni d'observations précises. C'est un peu l'idée de l'enquête, hein, c'est d'avoir la capacité d'aller mesurer in situ des taux d'occupation, des comptages de véhicules et des enquêtes voilà, avec des questions plus larges. Je voudrais aussi compléter là sur qui a fait l'étude. On a eu aussi des échanges avec d'autres territoires et je salue aussi Corinne Breton qui est, je crois, en ligne de la métro, qui a aussi pas mal travaillé sur le covoiturage et on a eu des échanges entre nous, des échanges sur le fond des possibilités, des potentiels, mais aussi sur les matériels, puisque on a eu un certain matériel pour notre expérimentation. Ils sont partis sur ce matériel ECOV également sur un projet sur leur territoire. À cette occasion, le matériel d'ECOV a évolué, puisque les plus petits panneaux permettent maintenant d'indiquer plusieurs directions. Merci la métro de Grenoble. Et aujourd'hui, donc sur les autres secteurs sur lesquels on le développe, notamment sur les Bauges, ça nous permet d'avoir des plus petits panneaux, mais qui permettent également d'indiquer plusieurs directions. D'ailleurs, en parlant des panneaux, Monsieur Le Tourneau nous demande est-ce que les panneaux à messages variables sont utilisés ou utilisables pour diffuser d'autres informations? Messages institutionnels, prévention, entre les utilisations des passages de covoitureurs spontanés. C'était une des questions qu'on avait mis dans le cahier des charges. Je crois que la réponse était oui, mais nous, de notre côté, on ne l'a jamais utilisé. Donc, je laisserai ECOV compléter. On a fait effectivement sur Grenoble, sur lequel on a déployé aussi ce même type de réseau. On a fait passer des messages qu'on appelle messages promotionnels, et notamment avant l'inauguration, il y avait marqué ici bientôt en covoiture. Voilà. On met sur d'autres réseaux aussi une jauge, 300 inscrits aujourd'hui et vous, voilà, ce genre de messages qui peuvent être mis. On a une gestion des batteries pour ne pas mettre des messages non plus toute la journée. On a un technicien qui s'occupe de gérer ça en direct depuis nos bureaux de Lyon. Merci. Et du coup, une question encore orientée collectivité. On nous demande qu'est-ce qui vous a fait retenir ECOV? On se bouche les oreilles. Là, vous n'avez pas le droit de... Alors, en fait, on était très contraints parce qu'on avait un financement européen. Donc, pour ceux qui sont dans des collectivités et qui ont la chance de bénéficier de financement européen, vous savez combien il est complexe de bien répondre à tous les critères de mise en concurrence. Donc, on a fait un cahier des charges extrêmement précis sur lequel on a plusieurs entreprises qui ont répondu. Et ensuite, on a fait un choix technique en fonction des critères qu'on avait sur la consultation. Et on a choisi ECOV. Super. Alors là, on va changer de cible pour les questions. On va passer à l'agence Écomobilité, notamment qu'est-ce qui motive du coup les usagers à devenir ambassadeurs? Tout simplement, je dirais la foi. Ils sont motivés parce qu'ils ont des raisons de désengorger leur route qui arrive au village. Donc, soit des raisons environnementales, des raisons financières, des raisons de convivialité, de partage avec les autres habitants. Voilà, les raisons peuvent être très différentes, mais en tout cas, elles ne s'appuient pas sur un échange monétaire. Donc, la motivation à changer au final le comportement. On va revenir aussi sur les ateliers qui ont été menés. Comment ont été formés les ateliers? Est-ce que vous l'avez fait par type de population cible? Oui et non. C'est-à-dire que sur la commune de Saint-Jean-d'Arvey, où il y a 1800 habitants, on a pris 3 cibles différentes, les étudiants, les actifs et les seniors actifs, les jeunes seniors actifs. Donc ça, c'était 3 ateliers différents. Le 4e âge, ce n'était pas un atelier, on est allé les rencontrer sur des interviews en face à face. Et puis sur les autres communes, qui sont des communes beaucoup plus petites, on a
c'était pas utile et puis ça n'aurait pas été efficace de faire des ateliers par cible. Donc, pour les 2 autres communes, on a fait un atelier par commune. Donc, ça nous faisait 5 ateliers en tout. Et pour trouver les participants, ça a été un énorme travail de l'agence Écomobilité et de bouche à oreille. Et là, on avait vraiment besoin de l'appui des communes. Il fallait que les élus soient impliqués pour dire mais il y aurait madame un tel, il y aurait monsieur un tel. Et puis après, de bouche à oreille, de dire est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait, ou en passant par les associations, par les écoles, par nos relationnels aussi. Mais c'est un très gros travail que Magali notamment a assuré, d'approcher quelqu'un, de lui demander s'il serait d'accord de participer. Voilà. Et on a fait en sorte que ce soit des soirées qui soient agréables. Donc effectivement, on a partagé un repas ensemble à cette occasion avec les personnes qui venaient participer aux ateliers d'échange. Madame Marie, vous voulez compléter? Pas sur les ateliers d'échange, mais une fois qu'on faisait les ateliers d'échange, on n'a jamais manqué de leur faire un résumé de ce qui s'était dit dans les autres ateliers, de synthétiser. En tout cas, tout au long de notre réflexion, on les a toujours associés. Et ça, je pense que ça a été vraiment la clé qui fait qu'on n'a eu que des retours positifs finalement. Et je suppose que ça vous a aidé aussi dans tout ce qui était communication. Oui, bien sûr. C'était aussi le début de la communication, en fait. Hein. En travaillant comme ça, on s'est assuré d'une base de personnes qui avaient soit qui étaient totalement convaincues, soit qui avaient un biais de sympathie. Ça me permet d'ailleurs de dire qu'on a essayé, quand on avait des personnes qui étaient trop convaincues, de plutôt pas les avoir dans les ateliers d'échange pour pas polluer, entre guillemets, les réflexions par des gens qui auraient tout su, qui nous auraient dit il n'y a qu'à faire comme ça va marcher. Donc on a essayé de ne pas avoir que des gens comme ça. Sur nos autres réseaux, l'importance de nos ambassadeurs, qui sont des personnes qu'on finit par connaître personnellement, puisqu'on va sur les arrêts, on fait des petits déj, et l'assistance téléphonique peut les avoir aussi au téléphone régulièrement. Voilà. Et pendant la crise sanitaire, on avait demandé à nos utilisateurs de nous souffler des messages promotionnels à mettre sur les PMV pour les soignants. Voilà. Donc ils ont participé même alors qu'ils n'étaient plus sur la route. Oui, je voudrais compléter en disant qu'en fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'on ne mentait pas, il s'agissait vraiment d'inventer quelque chose. Et quand maintenant, en étant le dispositif sur un autre territoire, on ne peut plus faire la même chose, puisqu'en fait, pour ne pas faire un projet, enfin des services qui soient décousus, c'est évident qu'on va garder le même mobilier, qu'on va garder la même dynamique, qu'on va garder le même type de communication. Et donc là, on change d'approche et on est sur quelque chose de beaucoup plus descendant, qui ressemble plus à des réunions d'information, même si on va travailler sur la notion de communauté, voilà, pour essayer notamment avec le site Movici qui permet la création de communautés. On va continuer à travailler dans cet esprit-là, avec une ouverture à la population, avec une écoute, mais ce n'est plus la même chose. Oui, la co-construction, au premier sens du terme, c'était au final les premières lignes. La co-construction, elle peut se faire ensuite sur d'autres dimensions, par exemple le premier et le dernier kilomètre. Comment est-ce que j'arrive à l'arrêt? Et là, c'est très local et très concret, et ça parle aux usagers. Il y a aussi, voilà, on a pas mal réfléchi et pas mal de solutions différentes pour associer les acteurs à cette question, et puis nous, apporter des solutions complémentaires aux lignes. Alors, on a 2 questions donc, de M. Bouteille et de Mme David, plutôt concernant tout ce qui est application et interface qui gère les inscriptions. Donc, qui est la structure qui prend les inscriptions et qui est l'interface avec l'usager? Est-ce que c'est le Grand Chabéry? Est-ce que c'est ECOV? Et aussi, quand on parle d'application, est-ce que c'est... Parce qu'il y a beaucoup apparemment d'acteurs. Donc, on a ECOV, le Grand Chambéry, Movici, Mobicop. On parle de nombreux acteurs. Donc, du coup, comment tout ça, on va dire, interagit quand on est, par exemple, l'usager, lui, il se connecte, s'il veut s'inscrire, il s'inscrit sur quoi? Pour avoir accès à tout. Pour nous, c'est simple et c'est justement là-dessus qu'on s'est c'est simple. On s'est arc-bouté sur le fait qu'on ne voulait pas avoir une juxtaposition d'applications ou de sites Internet.
Et je pense qu'on a fait souffrir la société ECOV avec ça, mais on a dit, nous, il y a un site qui a une application, qui est le site régional, et on tient absolument à passer par ça. Parce que sinon, ça veut dire que quand on est dans une entreprise auprès desquelles on fait la promotion du covoiturage, on va parler de Move ici pour du covoiturage régulier. Et puis, quand on va dire « Ah ben là, c'est sur le covoiturage spontané », alors c'est l'application ECOV. Donc, pour nous, ce n'était pas jouable. Donc, l'application, c'est toujours l'application de la région, donc Move ici. Au niveau des inscriptions pour le covoiturage spontané et pour la distribution des cartes de covoitureurs, comme celle-ci, alors, la structure identifiée auprès de l'usager, c'est Grand Chambéry. Mais qui travaille derrière pour gérer toutes ces inscriptions? C'est l'agence Écomobilité. Donc, on continue à mettre la collectivité en avant au moment de l'inscription pour la question de sécurité, de confidentialité, etc. Mais derrière, c'est d'une part l'agence Écomobilité qui gère les inscriptions parce qu'il y a souvent des pièces qui manquent et donc il faut relancer les usagers. Et puis, on a également impliqué notre opérateur de transport en commun qui gère notre réseau Synchrobus et qui réalise les cartes de covoitureurs. Au final, quand tout est bon, c'est l'agence qui lui transmet, puisqu'il y a une distribution de Cartoura, comme je l'évoquais. Donc, on reçoit ces deux choses-là, plus un petit autocollant pour sa voiture. Hop. Et pour avoir la Cartoura, pour le coup, c'est l'opérateur de transport en commun qui délivre et qui embase les usagers sur la Cartoura, qui charge de 6 trajets de transport en commun. Donc, au final, celui qui, au bout de la chaîne, réalise la carte, c'est l'opérateur de transport en commun et qui renvoie les éléments à l'usager. Et puis, depuis cet été, donc tout ça se faisait avant par courrier ou lors des animations ou en mairie. Et depuis cet été, on peut s'inscrire sur le site internet de Grand Chambéry directement en téléchargeant les documents. Jean-Baptiste, tu levais la main ou... Non, j'ai pris la main normalement sur la présentation. Non, c'est pas le cas, tant pis. Mais en fait... C'était, oui, pour compléter aussi, donc effectivement, là, il n'y a vraiment pas d'application ECOV. Nous, on est uniquement sur la fourniture des panneaux à messages variables et ce n'est pas nous non plus qui prenons les inscriptions dans ce réseau-là. Juste pour information, on fait aussi des marques blanches. Donc, en fait, nous, on n'a pas de problème à effacer, entre guillemets, la marque ECOV au profit d'une marque tierce. Et par exemple, sur Grenoble, Harald, et si tu peux passer la dernière diapositive, on opère sous la marque mCovoit, qui est la marque de covoiturage de l'agglomération grenobloise. Voilà, c'est ça. Donc, nous, c'est les lignes plus, donc mCovoit ligne plus, et donc, du coup, le nom de l'application, c'est mCovoit ligne plus, qui correspond à la marque locale. Il y a aussi du mCovoit pouce, qui sont le réseau des appuis boutons, et réseau pouce est également présent sous cette marque mCovoit pouce, et mCovoit rendez-vous, qui correspond à Movici ou d'autres opérateurs sur du covoiturage de rendez-vous. Donc, la possibilité d'avoir une marque blanche, nous opérateurs, et que ce soit la marque de la collectivité qui soit mise en avant. Super. Il semble qu'on n'ait plus d'autres questions sur... Si, on a encore une question sur les inscriptions. Monsieur Poutot nous demande quel intérêt à s'inscrire au final. Est-il possible de prendre quelqu'un sans être inscrit et combien d'inscrits avez-vous aujourd'hui? Du coup, il y a un double intérêt à l'inscription. C'est d'une part de rassurer, c'est-à-dire que les personnes qui se sont inscrites s'engagent à se comporter de manière civique et à être assurées, soit en responsabilité civile pour le passager, soit bien sûr être assurées au niveau du conducteur et du véhicule, contrôle technique à jour, etc., etc. Donc, à être en règle d'une façon générale. Donc, il y a un intérêt en termes de sécurité. Et puis, pour nous, il y a aussi un intérêt, puisque c'est une communauté qu'on peut animer. Ce sont des personnes à qui on peut écrire, on peut faire passer des messages. Par exemple, c'est ce qu'on a fait au moment de l'épidémie, mais pas que. On peut les informer d'un événement sur le covoiturage. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Et c'est vrai que on n'est pas obligé de s'inscrire. Ça fonctionne tout à fait si on n'est pas inscrit. Il y a des cartes pour les adultes et il y a des cartes pour les enfants. Les cartes enfants sont des cartes jaunes.
il faut avoir plus de 15 ans pour pouvoir s'inscrire au dispositif. Et donc, pour les adolescents, la carte est un peu différente. Et donc, il y a des parents qui passent des consignes en disant « tu ne montes qu'avec quelqu'un qui est inscrit ». Voilà. Donc, ça permet de rassurer. La réalité dans la pratique, c'est que je pense que les gens y font peu attention. Mais c'est quelque chose qu'il faut proposer, ce n'est pas limitatif. Et plus on arrivera à le faire vivre, plus ça aura un sens. Moins on arrivera à le faire vivre, moins ça aura de sens. Et l'intérêt de ces dispositifs? On a plus de 350 personnes, Magali, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On a 350 personnes inscrites. Mais encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas inscrites au dispositif et qui utilisent les arrêts pour covoiturer en tant que passager ou en tant que conducteur qui s'arrête volontiers. Et tu avais fait un calcul sur la population de Saint-Jean-d'Arvey, c'était 4% de la population qui était inscrite. Non, c'était presque 7. C'était presque 7% de la population de Saint-Jean-d'Arvey inscrite au dispositif. L'intérêt de ces dispositifs, c'est justement que des usagers qui ne sont pas encore inscrits puissent participer spontanément, et puis le fait de participer va justement les inscrire et les faire démarrer dans cette pratique, et ceci notamment par rapport à des dispositifs qui seraient 100% numériques, où il faut avoir inscrit et touché autrement tous les conducteurs au préalable avant que ça puisse commencer à fonctionner. Après, l'utilité de l'inscription, elle est beaucoup plus pour les habitants, donc des 3 communes, que pour les personnes qui montent une journée au ski de fond. Si c'est un usage régulier de la pratique de ski de fond, il y a des personnes qui peuvent monter 2 à 3 fois par semaine. Là, dans ce cas, effectivement, ça se justifie et les personnes vont s'inscrire volontiers. Dans le cas d'une venue, d'une pratique occasionnelle, c'est vrai que les gens ne vont pas s'inscrire. Super. Alors, comme on a un peu débordé, mais que tout le monde est encore connecté, je vous propose qu'on prenne les 2 dernières questions, si ça va à tout le monde. C'est très très bien, ça existait déjà de façon embryonnaire avant, mais aujourd'hui c'est donc organisé, et surtout ça se fait sur des zones totalement en sécurité. Donc on peut prendre des gens, on peut être pris, mais dans des endroits... Ah, c'est bon. C'était le générique de fin. Voilà, il arrivait un petit peu en avance. Mais, voilà. Monsieur Pierson, on revient sur les autres axes. Quelles sont les réflexions sur l'axe Annecy ou autre origine, enfin d'ailleurs Chambéry plutôt, vers Genève pour le trajet domicile-travail qui peut être long et cher, péage à 7 € sur l'A41 de mémoire. Alors, je ne sais pas trop à qui cette question est adressée. Je laisserai volontiers la parole aussi à Julien Magnez, parce que je sais qu'ils accompagnent les autres collectivités sur ces sujets du covoiturage. Le site de la région couvre l'ensemble de la région par définition. Donc, pour ce qui est du covoiturage organisé, on peut s'appuyer sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense que j'allais dire expérimentation, mais c'est plutôt le service qui vient d'être ouvert au niveau de la métro de Grenoble, nous donnera quand même des indications très intéressantes sur le covoiturage, sur des axes autoroutiers ou d'arrivée sur des grandes métropoles. Donc, on pourra s'appuyer sur cette expérimentation pour développer des services, de même que l'ENG que vous avez mis en place. Voilà, nous, au niveau de Grand Chambéry, on est un peu moins concernés par cette question-là, sauf à dire que dès 2004, on avait créé un site de covoiturage pour répondre à cette attente, un site de covoiturage au niveau de la région Savoie. Donc, on portait le site savoyard de covoiturage, justement pour les déplacements domicile-travail inter-pôle urbain, vers Annecy, vers Lyon, vers Grenoble et vers Genève. Donc, c'était déjà, donc il y a plus de 15 ans, notre objectif en créant ce site, qui a été repris par le département de la Savoie et qui a été repris par la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, et c'est le site Move Ici qui permet de s'organiser. Je sais que la région a des réflexions actuellement sur toute l'animation. Vous avez vu l'importance de l'animation
à l'échelle d'un projet comme celui-ci, la région en a conscience et je sais qu'ils ont des réflexions pour confier à des opérateurs cette animation et cette communication plus rapprochée sur l'intérêt du covoiturage sur des axes de ce type. Une des particularités de l'expérimentation de Grenoble, c'est déjà son ampleur, parce qu'il y a 2 axes et de nombreux arrêts, et ensuite le fait que ce soit couplé à une voie réservée pour les covoitureurs, et donc du coup les covoitureurs auront une incitation en temps, c'est pas uniquement l'argent, mais ce sera aussi le temps qui devrait pouvoir faire décoller la pratique. Voilà. On espère que le Covid ne nous mettra pas ça en péril. Juste peut-être sur la question territoriale de la Haute-Savoie, il n'y a pas beaucoup d'autres éléments que ce qu'a annoncé Béatrice par rapport à Annecy. C'est une collectivité qui est membre de la SPL, on les accompagne en ce moment sur beaucoup de sujets, mais pas encore sur le sujet du covoiturage. Par contre, il y a ce sujet-là qui est pas mal traité dans le cadre du PPA de la vallée de l'Arve, où il y a déjà une ligne existante sur le pôle métropolitain de Genevois français. Il y en a une autre qui doit sortir, et cette deuxième aura une extension jusqu'au pied de la vallée de Chamonix. Donc on aura des retours d'expérience d'un autre cible, d'un autre territoire, mais là c'est un peu prématuré. Super, merci. Et la dernière question qui est beaucoup plus collectivité et opérationnelle, en temps humain, ça représente combien de personnes qui gèrent ce service? Saurais-je répondre à cette question? Alors, ça fait partie de mon plan de charge, mais au même titre. Alors, c'est un des services sur lesquels je suis très impliquée donc, par rapport à la création du service, par rapport au suivi du service. Mais sur le poste que j'occupe, qui est responsable des services à la mobilité et de la politique cyclable, il y a également la vélostation, il y a également l'autopartage, il y a également les vélos à assistance électrique, il y a également l'accompagnement des entreprises, etc. Donc, sur lesquels l'agence écomobilité, comme Julien l'a présenté tout à l'heure, est là de façon opérationnelle. Donc, le covoiturage reste en pilotage, mais relativement impliqué. J'ai des collègues qui sont chargés de tout ce qui est aménagement de voirie, qui s'impliquent également sur la création des arrêts, donc sur tous les nouveaux secteurs qu'on est en train d'équiper. Donc, il y a 2 collègues, mais qui ont d'autres fonctions, qui ont des fonctions par rapport aux aménagements cyclables, par rapport aux arrêts de transport en commun, par rapport à l'entretien du réseau cyclable, etc. Donc, c'est une petite partie de leur mission. Et au niveau de l'agence écomobilité, il y a un budget qui est dégagé pour l'animation, comme on l'a évoqué. Et au niveau de notre délégataire de transport en commun, c'est une petite mission parmi toutes les missions qu'ils ont à assumer pour la gestion du réseau, donc elle n'est pas identifiée en tant que telle. Sur le temps de l'agence, pour la partie animation, sur le lancement du dispositif sur la première année, ça correspond à peu près à un mi-temps. Et là, on est plutôt autour d'un 0,3 ETP, qui est réparti à la fois sur du temps plutôt de chargé de mission que pilote Magali, et puis du temps d'animation. Voilà, pour donner une idée un peu du volume que ça représente. Ça fait une présence, ça a fait notamment, c'est un extrême très important. Hein, la première année, on avait vraiment du temps de présence pour faire connaître le service et pour rencontrer le maximum de personnes. Oui, de ce qu'on a compris, c'était quand même un des gros facteurs du succès d'avoir cette animation dès le début et d'impliquer tout le monde sur le territoire. On continue dans les investissements. J'avais dit que je prenais que 2 questions, j'en prends une dernière. Quel coût d'investissement pour la mise en place des 9 panneaux à boutons? Je préférais laisser la parole à Ecov s'ils veulent donner un peu une indication des coûts de leur dispositif, puisque nous, ça commence à dater un peu. Donc, voilà, je serais plus à l'aise pour qu'ils me disent où ils en sont actuellement, s'ils le veulent. Je ne sais pas si ça vous met dans l'embarras. Ou... Oui, volontiers pour discuter avec chacun sur les coûts actuels. On va peut-être pas faire de grandes annonces publiques, surtout que les coûts ont pas mal évolué depuis ce projet-là. On a fait pas mal de R&D sur le projet du Grand Champ de Chambéry. Et puis depuis, on est aussi porteur d'un programme de certificat d'économie d'énergie, mais on ne va pas trop faire la pub là. On pourra en reparler avec les personnes qui sont intéressées. On pourra volontiers rentrer dans le détail. Donc, du coup, moi, ce que je pourrais compléter, c'est que sur l'ensemble du projet tel qu'on vous l'a présenté, sans les extensions et hors le temps de travail des agents de la collectivité,
que effectivement, je ne sais pas chiffrer, mais qui est relativement conséquent, même s'il évolue. On est sur un budget de 180 000 euros voilà, sur les 2 premières années, hors temps passé en benchmark, en réunion pour nous. Mais il y a l'intervention de l'agence écomobilité, il y a la création des arrêts, il y a l'achat des panneaux, il y a la communication. Voilà. Parfait, je pense qu'on aura brossé tous les aspects du projet, en long, en large et en travers, pour la peine. Je propose du coup qu'on s'arrête là, mais avant de vous dire tous au revoir, peut-être un dernier mot de la part de ECOF qui a été très moteur sur l'organisation de ce webinaire. Alors, je laisserai chacun aussi dire un mot. En tout cas, merci pour la participation de chacun. Nous, de notre côté, c'était vraiment un beau projet qui nous a permis d'évoluer, qui nous a stimulés et dont on a beaucoup appris. Et voilà, il s'est noué à la suite de ce projet des beaux partenariats aussi. Je trouve intéressant la façon dont nous, sociétés plutôt nationales, avons pu travailler avec une agence locale bien implantée sur le territoire et en lien avec une collectivité. Je trouve que cette dynamique était voilà, très positive. Béatrice, Julien, Magali. Oui, je vais dire ce qui a été un peu mis dans une diapo en conclusion, c'est que ce projet, on a eu la chance qu'on nous donne les moyens de le mettre en œuvre. La façon dont on a pu le mettre en œuvre, bon, c'était pas facile tous les jours, c'était une forte implication et sur tous les champs, aussi bien juridique, sociétal que technique. Mais c'est vraiment la préfiguration d'un changement sociétal. Et c'est peut-être une petite préfiguration d'un rêve, c'est-à-dire que le meilleur transport en commun aujourd'hui, demain je ne sais pas, c'est encore la voiture individuelle, parce qu'il y en a beaucoup, et que si jamais ça devenait tout naturel de partager ces voitures qui sillonnent nos routes, ça serait quelque chose d'assez formidable. Et ce projet s'inscrit dans cet objectif-là, c'est progressif. Le Covid ne nous a pas forcément aidés à voir si on était sur une courbe exponentielle dans l'atteinte de nos objectifs. Ce qui est sûr, c'est que la population avec laquelle on a travaillé a répondu à cet enjeu-là. Voilà, et qu'on espère que ça pourra petit à petit se concrétiser. Bon, pour avoir suivi des projets dans la durée en matière de mobilité ou sur d'autres sujets environnementaux, il y a quelques indicateurs qui permettent de dire quand quelque chose risque d'émerger. Et là, je pense qu'il y a des indicateurs positifs. C'est une question de patience. Mais pour dire que, allez, à 5 ans, 10 ans, on pourra se dire, on a vu les prémices, mais maintenant, ça paraît tellement évident de se mettre juste au bord de la route et de se dire, je pars avec mon voisin. Alors, on ne s'était pas concerté, mais on avait une diapositive aussi un peu de conclusion avec notre devise. C'est la voiture est un transport collectif. Vraiment, ce vers quoi on veut aller chez ECOF, c'est que voilà, tous les véhicules en circulation soient des transports collectifs potentiels pour tous les passagers en besoin de mobilité, faire ouvrir leurs portières aux gens et que ce soit complètement naturel et que ça s'inscrit dans une vision de la société et des territoires qui est plus collaborative, plus résiliente aussi, à des chocs et plus humaine et relationnelle et plus sobre. Et c'est des témoignages de nos usagers. Quelqu'un qui nous disait vous me permettez, moi j'ai des contraintes au quotidien et je ne peux pas faire du covoiturage planifié, mais vous me permettez à contrainte minimale de participer à quelque chose de solidaire et de sobre. Et pour ça, ils en étaient vraiment reconnaissants. Donc on permet cette expression un peu latente de solidarité et de sobriété. Et moi, pour conclure, je dirais qu'il y a vraiment 2 choses qui ont été primordiales dans la gestion de ce projet. Ça a été le fait d'associer les habitants, parce que maintenant, ils continuent à vivre. Et du coup, là, actuellement, on a déployé les moyens sur les parties en construction et beaucoup moins sur la partie historique. Mais néanmoins, on a vu au travers des chiffres de Béatrice, que le réseau est en phase de reprendre comme l'année dernière, donc après le Covid. Donc ça, moi, je trouve que c'est très positif. Et également, il ne faut pas sous-estimer le temps d'animation qui est extrêmement important. Et ça, pour ça, nous, l'agence Écomobilité, on a vraiment la chance
de pouvoir travailler sur un territoire auprès d'une collectivité qui met les moyens en temps d'animation. Et ça, je trouve que c'est extrêmement positif parce que mettre un système écove au bord de la route et ne pas faire suffisamment d'animation, c'est, moi je dirais, voué à l'échec. Et ça serait vraiment, vraiment dommage d'investir et de ne pas considérer le temps d'animation de façon importante. Et puis la question à laquelle il faudra vraiment que nous tous ensemble, on trouve des solutions, c'est comment, intéresser davantage le passager par des systèmes de gratification, par des systèmes financières. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la réponse, mais c'est vraiment la clé de voûte du dispositif de demain pour qu'il arrive à se développer. Super, merci beaucoup pour tous ces retours d'expérience et ces mots de la fin qui sont très encourageants. Je vous remercie encore une fois à tous les participants de vous être connectés pour cette webconférence et surtout à tous nos intervenants d'avoir pris la peine de nous présenter ce projet en détail. Pour la prochaine webconférence qu'on fait avec France Mobilité, on va parler de financement, du coup dans la lignée ça va bien. Et on se retrouvera donc, si vous le voulez bien, le 6 octobre à 14h30 avec Aide des Territoires et la Banque des Territoires pour justement parler de plan de relance et trouver ces financements pour ces actions de mobilité. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.